différence entre un attentat qui fait très peu de victimes et un attentat qui fait 80 morts, c'est la rapidité avec laquelle il y a une riposte. Il y a une mesure qui est impérative, mais urgentissime, qui ne coûterait pas d'argent à l'État et qui aurait un avantage tactique considérable. C'est de demander à tous les gens qui aujourd'hui sont légalement habilités à porter une arme, d'être armés 24 heures sur 24, où qu'ils soient sur le territoire, y compris en dehors de leur service. Et bienvenue pour ce Bistro Liberté quelque peu chamboulé en raison bien évidemment des événements terribles, les événements du 13 novembre dernier. Autour de moi, nos sociétaires. Je salue bien évidemment Charlotte Dornelas, bonsoir. Bonsoir Philippe Randa. Bonsoir Caroline Parmentier. Bonsoir à vous Nicolas Gardère. Béatrice Bourges, bonsoir. Nous serons rejoints dans quelques instants par Nicolas Gauthier aussi. Autour de vous, je vous propose d'accueillir notre invité. Il est criminologue. Vous êtes directeur des études du département de recherche sur les menaces criminelles contemporaines à l'université Paris 2, Panthéon-Assas. Xavier Refer, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent dans ces circonstances que nous évoquions, difficiles. Et nous enregistrons, il faut que vous le sachiez, cette émission dans les conditions du direct, mais le soir du mercredi 18 novembre. Et en ce soir du 18 novembre, 118 nouvelles interpellations, perquisitions, 25 gardes à vue, 34 armes saisies. Et quel est votre point de vue, Xavier Refer, sur la gestion policière de l'après-attentat depuis le vendredi 13? Alors, on voit bien et on évoque des failles de sécurité, mais d'un autre côté, on voit aussi le travail remarquable fait par la police, notamment, on l'a vu encore ce mercredi matin à Saint-Denis. Quel est le premier bilan que l'on peut établir? Alors, nous avons naturellement une police des plus performantes parmi les grands professionnels du continent européen, surtout en matière de terrorisme, pour une raison simple. Souvenez-vous, les premiers attentats à Paris remontent au mois de décembre 1985, et donc, hélas, par rapport aux autres pays européens chez lesquels les attentats n'arrivent qu'à la fin de la décennie 1990, nous avons pratiquement 20 ans d'avance, en tout cas plus de 15 ans. Donc nous avons eu 15 ans et plus pour faire, avant tous les autres en Europe, une spécialisation de la justice sur les affaires de terrorisme, une spécialisation de la police, une spécialisation des services de renseignement intérieur et extérieur. Donc la nature des choses, la vie, les aléas de la politique française ont fait que nous avons une grande antériorité sur tout le monde, et donc de grands professionnels. Maintenant, le travail extraordinaire qu'ils accomplissent depuis ce matin, tout le monde, à commencer par eux-mêmes, souhaiterait qu'il ne soit pas nécessaire, et que si naturellement on avait fait ce qu'il fallait pour anticiper les problèmes et pour arrêter les individus en question, trouver les voitures pleines de Kalachnikov comme on l'a fait ce matin, mais avant la commission des attentats, 130 personnes et plus maintenant, à l'heure où nous parlons, seraient encore vivantes. Donc le travail rétrospectif est admirable. Il serait souhaitable que dans la période qui vient, nous nous orientions plus et mieux sur le préventif. Vous mettez en cause les politiques dans ce cas-là, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui étaient au pouvoir? Alors, leur responsabilité existe et elle est indirecte, mais elle existe quand même. Et je vais vous expliquer comment en donnant un exemple. Longtemps, à la fin de la décennie 1960, sous Pompidou, vous aviez un ministre de l'Intérieur qui s'appelait Raymond Marcellin. Raymond Marcellin n'était pas un grand intellectuel ni un énarque, il était avocat à Vannes, en Bretagne, et son journal favori c'était Ouest France. Alors il lisait l'Ouest France tous les matins, et un jour il convoque le préfet qui à l'époque était le patron du renseignement intérieur, qui s'appelait à l'époque la DST, Direction de la surveillance du territoire, institution qui remonte à l'après-deuxième guerre mondiale, et lui dit: Monsieur le préfet, vous voyez, moi je lis dans le journal, ces histoires de terrorisme, ça m'inquiète beaucoup.
ça marche trop bien, ça demande qu'à durer. Chaque fois qu'il y a deux idiots qui détournent un avion, vous avez la presse du monde entier qui en fait des pages, et les radios et les télévisions. Ce que j'aimerais, c'est qu'à l'intérieur de la DST, vous fassiez une petite cellule antiterroriste pour suivre ce phénomène. Le préfet dit, mais bien entendu, mais monsieur le ministre, mais comment donc? On rentre à la DST catastrophée en disant, je suis tombé sur un fou qui se laisse raconter des sottises par les journalistes. Peut-être plus, c'est peut-être un agent soviétique parce qu'il essaye de nous détourner de notre mission, et notre mission, c'est naturellement le KGB. Alors, je n'en ferai rien. 15 jours après, Marcellin le rencontre, il lui dit, monsieur le préfet, alors ma petite cellule, oui, mais vous savez, enfin, il fait une réponse de haut fonctionnaire qui botte en touche, et la troisième fois, Marcellin, qui est breton, donc têtu, fait une colère et lui dit, voilà, c'est simple, où j'ai la cellule que je vous demande dans la semaine. Et là, il parle à un préfet, le langage qu'il faut parler à un préfet, c'est mutation immédiate aux îles Kerguelen sans augmentation de solde. Alors là, il a sa cellule dans la semaine, parce que ça devenait grave pour le préfet, et encore aujourd'hui, dans le service en question, qui depuis a changé de nom, il brûle un cierge de 3 kilos chaque année à Marcellin, parce qu'il n'y a plus de KGB, mais il y a toujours des terroristes, vous voyez. Donc une bureaucratie, aussi performante soit-elle, elle ne peut pas se réformer elle-même. Il faut exiger des choses de l'extérieur. Et manifestement, depuis 3 ans, depuis que le terrorisme a complètement changé de nature, depuis ce prototype qu'est Mohamed Merah, à Toulouse et à Montauban au printemps 2012, le logiciel n'a pas été changé. Le seul problème, c'est ça. Alors, je veux bien qu'on renforce l'armée. Toutes les mesures annoncées aujourd'hui par le président de la République vont dans le bon sens. On change l'armée, on lui donne de plus gros canons, on lui donne de plus gros moyens d'écoute, on fait tout ce qu'on veut. Mais tant qu'on n'a pas changé la direction, tant qu'on n'a pas remplacer les gens qui ont failli par des gens neufs, on risque d'aller à la bataille une deuxième fois ou une troisième fois avec des généraux battus. Tel est mon souci à l'heure actuelle. Tous les compliments du monde, vous savez, le nombre d'étudiants que j'ai parmi les jeunes commissaires de police ou magistrats ou officiers de renseignement, on vit dans un monde où le fric a une énorme importance. Ces gens-là, délibérément, ils sont engagés dans une carrière où ils ne feront jamais fortune. Ce sont des moines soldats, ils sont courageux. Et donc, bien entendu, eux, dans toute cette affaire, sont impeccables. Mais la direction, elle n'a pas suivi les évolutions, elle n'a pas bien compris le film tel qu'il se déroule à l'heure actuelle. Et ce qui me fait peur, et j'en terminerai là, c'est Merah, 7 morts. Charlie Hebdo, une 20aine de morts. Cette fois-ci, on en est à pratiquement 130. On est dans une courbe exponentielle. Ça monte fort. Et donc la prochaine fois, il y a un risque qu'on ait, si vous me permettez l'expression, un carton encore beaucoup plus douloureux. C'est ça le risque. Quand difficile de faire la transition avec ce que je veux dire, car il y a une partie traditionnelle dans ce Bistro Liberté, c'est de remercier les donateurs du mois précédent. Je vais le faire très rapidement en citant Morgane de Tarbes, Janine de Levallois-Perret, Mireille de Rouen, Mustapha de Bagnolet, Guy de Chambéry, Marc Duchot, Jean-Philippe de Tenay-Charente, Benoît d'Angers, Victor de la Mulatière, Yves de Laval, Mathieu de Brignoles, Pierre de Tourcoing, et puis aussi une pensée toute affectueuse pour Yves, qui est un téléspectateur de TV Liberté, dont la fille Caroline, 24 ans, a trouvé la mort au Bataclan le soir du 13 novembre. Yves, vous avez toutes nos pensées et bien évidemment nos prières qui vous accompagnent. Voilà, ce qui jette cruellement et brutalement un regard sur cette actualité que nous allons voir ensemble et sur ce thème central de ce bistrot Liberté, avec cette première évocation de cette France meurtrie, de cette France fragilisée, de cette France que l'on dit désarmée, face à ce que on affirme être une nouvelle forme de guerre. Est-ce que la France est en guerre? Quel est l'état d'esprit des Français? Quelle est la volonté ou pas du pouvoir de désigner véritablement l'ennemi? Eh bien, nous allons nous poser ces questions dans cette première partie de Bistro Liberté. L'état d'esprit des Français, qu'est-ce que vous en pensez de l'attitude des Français depuis vendredi? Vous savez, nous sommes un vieux peuple. Donc, c'est pas la première fois qu'il y a des chocs, des coups et des contre-coups. Donc, à sa façon, le peuple français surmontera cette épreuve. Ça fait plus de 15 siècles qu'on en surmonte. Il y en a eu de bien pire. Songez à l'effroyable guerre de 30 ans et à toutes les séquelles des guerres de religion, où pratiquement tout le centre de l'Europe a été anéanti. Entre les contreforts des Vosges et puis la limite de la Pologne,
une grande moitié de la population a disparu. En France aussi, c'était des ravages terribles. Et donc, il n'y a pas lieu de penser que une nouvelle forme d'agression contre nous d'origine religieuse, elle va déclencher ce qu'elle a toujours déclenché dans le passé, c'est-à-dire l'horreur absolue contre ceux qui ont poussé à cela. Il n'y a pas d'avenir pour eux. À un moment donné, ils seront défaits, c'est certain. Et le tout est de faire en sorte que ça soit réalisé le plus vite possible et aux coûts les plus limités pour la population française. On l'a vu en 1983, souvenons-nous. Il y a eu ces attentats terribles au Liban. L'ambassade des États-Unis qui a sauté, le bâtiment des parachutistes de Drakkar, etc. Et là, les Français et les Américains ont quitté le Liban. Moins de 3 ans après, ils posaient des bombes dans les rues de Paris. Ce sont des âmes simples. Si on recule, ils avancent. Et donc, il ne faut surtout pas reculer. Et comme nous sommes dans un état de droit et une démocratie où le dernier rempart, c'est l'opinion publique doit tenir. Et elle tiendra. Est-ce que vous êtes... Je peux sur cette oui. réaction de dignité des Français? Oui, moi j'aimerais beaucoup que vous ayez raison sur l'opinion publique qui va tenir et l'opinion qui va tenir. Moi, ce qui m'inquiète, en fait, c'est que je trouve qu'on a énormément endormi les Français. Quand je vois la réaction de l'après-Charlie, et quand je vois la réaction déjà depuis quelques jours où ce drame a eu lieu, mais je trouve qu'à nouveau, on est un peu dans l'après-Charlie. Moi, je disais toujours que je n'étais pas Charlie, je ne me sentais pas Charlie, et j'ai l'impression que l'opinion publique, elle est quand même tellement anesthésiée que de réussir à la réveiller vraiment de façon à ce qu'elle reprenne les choses en main et qu'elle soit fière et comment dire, qu'elle lève les yeux et qu'elle les baisse pas, mais moi je suis malheureusement pas aussi optimiste que ça, parce que je trouve que les Français ont de plus en plus de temps, ont de plus en plus de difficulté à se tenir droit et à relever la tête et à regarder les gens dans les yeux. Voilà. Donc c'est un peu ce qui m'inquiète, c'est que je trouve qu'on est déjà presque comme dans l'après-Charlie, et s'il y a bien une chose que j'avais pas supportée, c'était l'après-Charlie justement. Le Figaro Magazine va titrer La France debout. Caroline, Charlotte, Philippe, c'est pas cela pour vous non? C'est de la colère que nous avons ressentie et un immense chagrin, je pense, en découvrant vendredi l'horreur de ce qui était tellement prévisible et de ce qui était tellement prévu. Voilà, moi j'en veux à nos dirigeants de n'avoir rien appris des attentats de Charlie, en refusant de cibler l'islamisme et les islamistes comme étant l'ennemi à privilégier, comme étant l'ennemi à attaquer. Ils n'ont rien compris ni à la guerre, ni à l'enjeu historique, ni au défi historique. Voilà. Caroline Parmentier, sont des Français qui ont tiré sur d'autres Français, c'est ça la réalité aussi. Bien sûr. Non, c'est l'explication de François Hollande. Non, c'est pas la réalité. Ce sont des djihadistes, des fanatiques musulmans, intégristes, qui ont tiré sur des Français. On est ça d'accord. Il y a une idéologie là-dedans qu'il va falloir désigner, qu'il va falloir nommer et qu'il va falloir combattre. Il faut que le président Hollande aussi se décide à la nommer et à la combattre. On reparlera tout à l'heure de son discours du Congrès, de son discours modéré du Congrès. J'en veux ne serait-ce que pour preuve le visa de retour, par exemple. Le visa de retour, quelle bonne idée, en effet. On va faire revenir des djihadistes qui apprennent à mener le djihad contre nous en Irak et en Syrie. Quelle bonne idée, le visa de retour. Votre question, Martial, je crois, c'est sur l'état d'esprit des Français. La grande différence, c'est que jusqu'à présent, il y avait une toute petite minorité de gens qui savaient que ce genre de situation allait arriver, et une grande majorité de gens qui pensaient que ça n'arriverait jamais, que ça ne pouvait arriver qu'à l'extérieur. Et tous les événements que notre invité nous a remis en mémoire, Mera, Charlie Hebdo, Mera, c'est un islamiste qui s'en prend à des écoliers juifs. Bon, islam, juif, c'est une chose. Ensuite, Charlie Hebdo, ils ont fait la provocation des caricatures. Encore, pour l'immense majorité des Français, ça ne les concerne pas directement. Oui, c'est chez eux, c'est scandaleux, c'est innommable. Et là, pour la première fois, ils ont tapé dans le tas de Français de toute religion d'ailleurs, et probablement de toute ethnie, parce qu'au Bataclan, il y avait de tout. Mais là, brusquement, les Français
réalisent que ça se passe chez eux et que c'est tout le monde. Ça peut frapper n'importe qui. C'est pas uniquement les juifs, c'est pas uniquement même le Mera avant s'en prendre aux écoles juives, si on était pris un soldat, un bidas d'origine maghrébine en plus, trois voilà. Mais encore c'était des soldats, donc c'était pas vraiment le peuple français dans l'esprit de la masse des gens. Ce sont des catégories. Et là pour la première fois c'est tout le monde, c'est-à-dire tout le monde. Il faut rajouter bien sûr les catholiques. Depuis quelques jours, tout le monde se dit est-ce qu'on connaît quelqu'un, est-ce qu'indirectement. Donc là effectivement, je pense que l'immense majorité des Français est en pleine sidération en disant c'est arrivé, mais pour une extrême minorité de Français qui c'est pas la même chose. Charlotte Dornelas, votre sentiment? Mais moi c'est un peu un entre-deux entre ce qu'a dit Béatrice Bourges et Xavier Hofer, c'est que je pense qu'il y a une énorme différence entre le sentiment vraiment des Français et le sentiment des Français présenté dans les médias. C'est-à-dire que effectivement on a vu dans certains médias, ils ont réessayé de nous resservir Charlie. Quand on voit chez France Inter une ode à la perversité, comme s'il y avait à choisir aujourd'hui entre la perversité ou l'État islamique. Je crois que les Français, en mettant un drapeau français, ça semble dérisoire, mais je pense que c'est pas ça qu'ils ont choisi. C'est ni la perversité, ni l'État islamique. C'est tout à coup, c'est le drapeau français qu'ils ont sorti quand même, et ça c'est nouveau aussi. Après, je pense qu'effectivement, il y a un état de sidération, quoi. Les gens pensaient pas que ça leur arriverait. C'est un essai à transformer entre guillemets quoi. Mais la réponse aujourd'hui c'est quoi? Les sondages, c'est quand même les Français se rendent compte qu'on leur a menti tout simplement parce qu'effectivement ils s'attendaient pas à ce que ça les touche et pourtant combien de gens ont prévenu, combien c'était prévisible, et quand il y a 130 morts c'est atroce mais effectivement il y a des gens qui avaient prévenu et c'est pas de la gloriole que de le dire aujourd'hui, c'est simplement qu'on en pleure quoi. Ça fait 40 ans qu'on nous insulte, qu'on nous jette de partout parce qu'on dit ça va arriver et qu'on nous accuse de vouloir faire la réalité elle-même. Aujourd'hui, il y a 130 morts et c'est encore les mêmes qui parlent, quoi. Et je pense que les Français, au milieu, ils n'ont pas la parole et que les Français, ils réagissent pas comme on aimerait faire croire qu'ils réagissent et qu'ils se disent aujourd'hui, on nous a menti. Il y a encore 2 mois, la menace absolue, c'était le Front National. Il y a encore 3 mois, on insultait ceux qui disaient il y a un risque d'infiltration terroriste dans les vagues migratoires. Tout ça, aujourd'hui, ça résonne quand même assez amèrement. Avec 130 morts, et ça je pense que les Français, il ne faut pas les prendre plus bêtes qu'ils ne sont pas, je ne sais pas comment dire ma phrase, voilà. Je pense que ça ils le réalisent, comment ne pas le réaliser quoi. Nicolas Gardel, vous avez pas entendu? Oui, non, bon, par souci de sobriété, je ne vais pas répondre à ce qui a été dit, je veux parler d'autre chose. Vous évoquiez la problématique de la guerre. Sommes-nous en guerre? Alors, nous sommes en guerre, il y a cette dimension un peu performative dans la parole. Le président dit nous sommes en guerre, donc nous sommes en guerre, même si constitutionnellement c'est le Parlement seul qui peut accepter que nous soyons en guerre. J'aimerais juste revenir sur cette problématique de la guerre, du mot guerre, et du paradigme qu'il implique, qui est un paradigme auquel nous ne sommes plus vraiment habitués. La mémoire que nous avons de la guerre, de la vraie guerre, la guerre, c'est les 2 guerres mondiales que nous avons connues en France. Alors non pas tant... la question de la Seconde Guerre mondiale, finalement assez peu pertinente à cet égard, puisqu'on a ce régime de Vichy prostitué à l'Allemagne nazie, mais c'est plutôt la Première Guerre mondiale qui est intéressante, qui peut nous renvoyer à quelque chose d'utile aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que la Première Guerre mondiale? C'est une vraie guerre, avec une certaine dictature clémenciste, même si le terme dictature est un peu excessif. En tout cas, la guerre, dans notre conception, c'est du sang, des larmes, des sacrifices, et éventuellement des restrictions des libertés fondamentales, comme Clémenceau a su mettre en œuvre en termes de liberté de la presse notamment, en termes de droit de grève. Certaines libertés fondamentales ont été restreintes pendant la guerre. La guerre, cette guerre-là, la guerre qui existe dans nos représentations, c'est une guerre qui a une fin. C'est-à-dire à un moment, il y a un traité de paix et les choses s'arrêtent d'un seul coup. On était en guerre, on acceptait des restrictions des libertés. Après, ça n'est plus la guerre et la démocratie reprend tous ses droits, les libertés reprennent leurs droits. La démocratie libérale qui existait avant 1914 est rétablie parce qu'on a une fin. Le problème, c'est quoi? C'est que cette guerre, elle n'a pas vraiment de fin. C'est pas une guerre avec un traité de paix. L'immense difficulté, c'est de penser cette guerre d'une forme totalement nouvelle et presque infinie, insoluble, avec nos représentations d'une guerre comme la guerre de 14-18, ou une guerre qui a une fin et où la restriction des libertés, non mais justement,
Le problème, c'est quoi? C'est le problème des paradigmes. On n'a pas pensé ce que signifiait cette guerre-là. Cette guerre-là qu'on est en train de conduire, si toutefois on est en guerre, on n'a pas compris ce qu'elle signifiait et comment. Et on tend encore à la penser quand on parle de restriction des libertés, certes, mais jusqu'où? Et quand est-ce qu'elle s'arrête? Parce qu'en 1918, c'était fini et on pouvait tranquillement rétablir les libertés. Mais là, à quel moment on va pouvoir vraiment les rétablir si on commence à rogner sur elles? À quel moment ça va s'arrêter? Parce que si on commence à les rogner et que derrière il y a toujours de nouveaux attentats, comme c'est le plus probable, ben jusqu'où on va aller? On va encore les restreindre? Mais ça, on est bien d'accord, Nicolas, mais le problème, c'est que la liberté, elle s'est restreinte toute seule aussi, quoi. Quand je m'empêche d'aller dans le métro à 23h parce que j'ai peur, la liberté, elle est déjà restreinte de fait en France. Donc aujourd'hui, moi, j'accepte qu'elle soit restreinte sur certaines choses pendant un temps donné, effectivement. C'est pas une loi, c'est un état d'urgence. C'est très différent, quoi. Après, effectivement, s'ils nous ressortent une loi encore de restriction des libertés dans un mois, ça va moyennement me faire rire, quoi. Vous ne croyez pas que la première des atteintes aux libertés, c'est de se faire rafaler en pleine terrasse à Paris par des salopards que connaissent les services de renseignement? Vous ne croyez pas que c'est ça la première des atteintes aux libertés? Ce n'est pas des raisonnements, Caroline. Bien sûr que si, c'est des raisonnements. On est dans une période exceptionnelle. Non, mais je vais quand même mettre une petite nuance et jusqu'à présent, on n'est pas. Non, mais pour une fois, rejoindre un peu ce que dit Nicolas, c'est-à-dire que moi, je constate quand même ce qui s'est passé après Charlie. Et je constate quand même que ce qui a été, les libertés en effet ont été restreintes. Et c'est pour ça que comme je n'ai plus aucune confiance dans ce gouvernement en personne et encore moins en Christiane Taubira. Parce qu'on n'a jamais ciblé les islamistes. Ça a été pour tout le monde la restriction de liberté. Non, mais je voudrais juste terminer et dire que je m'inquiète de savoir si la restriction des libertés, c'est bien contre les islamistes, évidemment que je vote à 400%. Je voudrais simplement pas qu'on revienne comme après Charlie, où on fait les restrictions de liberté exclusivement et une loi sur le renseignement qui... voilà. Et moi je me dis, cette loi sur le renseignement, finalement, elle a servi à rien, si ce n'est contre nous, finalement, parce qu'on avait l'impression qu'on pouvait aller happer tout ce qu'il y avait sur nos ordinateurs, mettre sur écoute, etc. Et on a quand même 120 morts, et puis parce qu'on ne parle pas des blessés, mais les blessés, c'est ceux qui sont amputés, c'est ceux qui sont dans la vie et bousillés jusqu'à la fin de leur jour. Ces gens-là, ils vivront plus, ou ils vivront extrêmement mal. Donc on peut largement augmenter le nombre de 120. Et ben moi, je dis simplement que j'attends, avant de donner un blanc-seing et à dire, puisque je ne leur fais aucune confiance, de leur dire, attendez, vous restreignez les libertés. Moi, j'attends quand même de savoir contre qui ces libertés restreintes vont être dirigées. Voilà. Ou cette restriction des libertés plutôt. Moi, je voudrais juste ajouter une chose sur, puisqu'on parle de l'état d'esprit des Français, qui est assez difficile quand même à définir. On parle un peu en notre nom dans ce qu'on a capté, etc. Mais s'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'effectivement, on est en guerre. Il y a deux théâtres dans cette guerre. Il y en a un en Syrie, on l'a vu, enfin. Enfin, on fait ce qu'il faut, et il y en a un qui est ici aussi, quoi. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est toutes les 10 minutes, on apprend un nouveau dysfonctionnement, effectivement. On a un plan Vigipirate écarlate, c'était 12 morts il y a 6 mois, on met en place un plan Vigipirate, il y en a 136 mois après, on se demande quand même un peu quel est le problème. On a effectivement des politiques qui ont déversé des milliards dans les cités, etc. Enfin bon, bref, il y a des djihadistes qui arrivent aujourd'hui, on sait que la justice n'a pas fait son travail, on le sait. Il y a une chose, il y a un effort de guerre, et le premier à faire, que les Français ont à faire, qu'on a tous à faire, c'est de sanctionner les gens qui nous ont menés là, quoi. Et je crois que c'est vraiment le premier effort de guerre qu'il faut faire, c'est prendre le courage d'aller les sanctionner comme ils le méritent, quoi. Xavier Hofer, juste Philippe Randal, Xavier Hofer, vous voulez réagir sur ce que vous avez dit? Deux petites choses. Premièrement, pour considérer ces affaires-là, il faut lire les bons auteurs. En 1938, un auteur a expressément parler de l'avenir à partir du moment où on continuait dans la ligne de 1919 et 1920, qui était la confusion délibérée de l'ennemi et du criminel, et il a parlé d'empires mondiaux opposés à des guérillas globalisées dans des guerres sans fin où il ne pouvait pas y avoir de fin parce qu'il n'y avait pas de commandement. Cet auteur, c'est Carl Schmitt. Il faut lire Carl Schmitt, c'est très bien Carl Schmitt. Contact.
pour répondre à l'interrogation de savoir si on est en guerre, il est certain que les djihadistes, eux, sont en guerre. Donc, du moment où on a des gens qui sont en guerre contre nous, on est de fait en guerre aussi. Ça me semble une évidence. Dans l'émission spéciale qui a eu lieu sur TV Liberté le samedi 14, un journal télévisé spécial, Élise Bèze a dit, présentatrice, rédactrice en chef du journal, a dit que c'était comme la guerre d'Algérie, sauf que Paris d'aujourd'hui, c'est l'Alger d'hier. Est-ce que vous souscrivez à cette phrase-là que j'ai écoutée? C'était là, donc j'ai entendu. La guerre d'Algérie, pour ce que j'en sais, a commencé par des attentats de la même manière sur des civils et ça a dégénéré. Alors effectivement, la France a mis des années avant de reconnaître que c'était une véritable guerre, une guerre civile. C'était uniquement l'expression des événements d'Algérie et de la pacification. Alors que maintenant, tout le monde admet que c'est une véritable guerre. Mais maintenant, pour en revenir sur le sujet des restrictions de liberté. Il est évident que lorsqu'on nous sommes en guerre, et là c'est un fait, il va falloir changer des habitudes et avoir des restrictions de liberté, c'est évident. Il ne faut pas. Alors jusqu'où ça va et quand ça s'arrêtera, c'est un autre débat. Mais il est clair qu'il va y en avoir. Et lesquels Ça, c'est un débat. Ouais, mais elles ont commencé à être précisées. Déjà, elles seront bien accueillies et bien reconnues si tous les Français s'imaginent que ces lois qui restreignent les libertés sont pour tout le monde. Et pas uniquement de la manipulation pour cibler certaines personnes et que d'autres resteraient encore pour des tas de raisons utopiques et politiques en dehors de ces lois. Alors, Nicolas Gardère, deux choses contradictoires d'ailleurs. L'ambiguïté du propos du président de la République indiquant qu'il ferait interdire toute association qui prône la haine. C'est tellement large. Ça veut rien dire. Juste dire deuxième chose, les Français prêts à moins de liberté pour plus de sécurité. 84% des Français répondent oui. Sondage IFOP, RTL Le Figaro de ce mercredi. Alors, plusieurs choses. Déjà, c'est déjà le cas de la loi de 1936 sur la dissolution des ligues factieuses. Que je connais bien cette loi puisque j'ai défendu Serge Ayoub, vous savez, dans la dissolution de ces associations après l'affaire Méric. Donc l'incitation, la provocation à la haine est déjà une cause de dissolution administrative d'associations. Donc à cet égard, ça ne change absolument rien. L'autre question, c'était, rappelez-moi juste, Martial, j'ai oublié votre deuxième parce que j'en avais une troisième. C'était en fait les libertés, c'était d'évoquer. Les Français semblent prêts à avoir moins de liberté. Bon, après, c'est des sondages qui sont faits juste après ces événements traumatisants, donc je pense pas qu'il veuille dire grand-chose. Et encore une fois, c'est très vaste. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, je veux être en sécurité, je veux pas mourir. La sécurité est la première des libertés. Comment puis-je exercer mes libertés fondamentales si je suis même pas en sécurité dans la rue? Donc ça, oui, bien sûr. Je veux juste revenir sur la restriction de la liberté des islamistes, comme disait Caroline Parmentier. En fait, ça n'existe pas. Restreindre la liberté d'un groupe des islamistes, ça ne veut rien dire. C'est restreindre la liberté de tous, en fait, l'enjeu. Concrètement, il y a un dispositif pénal. Il y a déjà des infractions pénales qui sont prévues, comme l'apologie de terrorisme, par exemple. Bon, poursuivons, condamnons. Et voilà, on a des lois pénales qui sont là. Donc, appliquons les lois pénales à cet égard. Mais pour le reste, qu'est-ce que vous voulez voter comme loi? Par exemple, une loi qui dissoudre les mosquées salafites, les fermer les mosquées salafites. À partir du moment la centaine de mosquées salafistes. L'enjeu, c'est quoi? C'est les associations cultuelles. Il y a des associations cultuelles. Interdire le communautarisme en période de Ramadan. Il y en a dans les écoles. Il y a une pression communautariste très importante dans les écoles, par exemple. La dissolution des associations cultuelles. La dissolution des associations culturelles. Voilà, ça va. C'est tout à fait envisageable eu égard au droit positif. Le droit positif le permet, il y a l'incitation à la haine, etc., qui est prévu dans la loi, dans le code de la sécurité intérieure. Non mais ça existe aujourd'hui dans le droit. Ce que je veux juste te dire, c'est que qu'est-ce que vous voulez faire? Tout discours antipatriotique contre la France, critiquant la France, sanctionné pénalement. Moi-même, je tomberai sous le coup de la loi pénale bien souvent. Ce que je veux juste te dire, c'est qu'un dispositif pénal, c'est des lois nouvelles qui existent, appliquons-le déjà. Voilà, mais il n'y a pas de loi nouvelle à voter, c'est dangereux. C'est dangereux parce que ça concernera tout le monde. Des armes partout dans les cités, ça faisait 10 ans qu'on n'en avait pas trouvé. L'arsenal policier, l'arsenal juridique et l'arsenal juridique existe, il suffit de l'utiliser. Exactement. Moi, j'ai pas de nouvelle loi. Des questions avant qu'on termine cette question. C'est une question à Xavier Hofer.
Comment fait-on quand on est chef de l'État pour ne pas désigner l'ennemi? Même si je comprends bien derrière l'idée de François Hollande de ne pas désigner nommément l'ennemi, c'est de ne pas amalgamer, le terme elle nous a été rabâché, on l'a bien compris, ne pas amalgamer. Et on peut comprendre quand on est chef de l'État qu'on s'adresse à tout le monde et donc pas en stigmatisant. Peut-être que c'est possible. Mais quand même, comment fait-on, vous qui êtes criminologue, comment fait-on dans le cas d'espèce qui est qu'on a désigné, nous sommes en guerre, mais on ne peut pas désigner l'ennemi? Alors, il faut d'abord que je vous fasse une confession que vous garderez pour vous. J'ai rarement été chef de l'État moi-même, donc j'en parle un peu à distance. Ça n'aurait pas été plus. Ouais, je le regrette d'ailleurs fortement. Moi aussi même. Il y aurait moins le bazar. Mais donc, ce que je voulais dire sérieusement maintenant, c'est que il n'y a plus de classe politique. Il n'y a plus, depuis longtemps, de classe politique. Vous avez un ensemble qui dirige ce pays de manière flagrante et que Michel Maffezoli a génialement décrit sous le nom d'infosphère, c'est-à-dire une espèce de mixte entre ce qu'on appelait avant la médiasphère et la classe politique, où dirige ce pays par l'incitation, de manière indirecte ou franchement directe, deux sortes de personnes, celles qui ont le pouvoir de dire et celles qui ont le pouvoir de faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une cinquantaine de rédacteurs en chef, une dizaine de propriétaires de journaux. Vous savez que maintenant les journaux appartiennent à des milliardaires. Mais ça appartient à nos téléspectateurs. Et oui, ceux qui font l'opinion. À part certaines télés privées qui sont modestes sur ce plan-là, hein, donc pour le reste, ça appartient à des milliardaires. Et entre les uns et les autres, il y a une complète symbiose. Cherchez parmi les 50 hommes et femmes politiques de France, lesquels ne vivent pas en concubinage, ne sont pas mariés, n'ont pas des maîtresses ou des amants qui soient journalistes. Vous en trouverez très peu. Michel Viviorca, qui est un sociologue, un homme de gauche, mais sincère et honnête et modeste. Il n'est pas dans ce gang-là de milliardaires et d'intello médiatiques. Il a parlé de couple obscène. Alors, le couple obscène en question, le soir dans les dîners en ville, au dodo, la journée, ils sont toujours les uns contre et sur les autres. Vous les voyez tout le temps ensemble. J'écoute des journalistes, 2 heures après je parle à des hommes politiques, et en général, hein, ceux du système, là, c'est exactement les mêmes. Ils récitent les discours des uns des autres. Quand un journaliste vous appelle à 2 heures de l'après-midi, à un moment donné, il y a eu, je vais vous citer un cas précis. À un moment donné, les journaux se sont enflammés sur le fait qu'en France, il y avait la mafia russe. Il y a un milieu criminel extrêmement structuré, fort violent et très large et très implanté en Russie. Il n'y a pas de mafia. Une mafia, c'est du Château-Latour 1947. Le milieu russe, c'est du Beaujolais nouveau. Aucune famille criminelle russe n'a jamais passé le cap de la première génération. Une mafia, c'est immémorial. Quand le juge Falcone a son 2e repenti, le premier c'était Buscetta, Tommaso Buscetta, le 2e il s'appelait Totuccio Contorno, le petit Toto. Contorno arrive devant le juge Falcone, lui dit « Dans mon village de Sicile, je suis un mafieux de la 7e génération. Mon père, mon grand-père. » C'est immémorial. Donc, il y a un milieu russe. Et comment? Des familles criminelles de plusieurs milliers d'hommes, il n'y a pas de mafia russe. Les journalistes s'enflamment. 15 jours après, les hommes politiques disent « Alors, la mafia russe ?» C'est les mêmes. Ce qu'il y a dans la tête des uns, il y a dans la tête des autres. Alors, à partir du moment où, dans cette petite caste de journalistes, tous de gauche, et de la gauche virulente parfois, notamment dans le service public, 9 journalistes sur 10 représentent un éventail politique compris entre Besancenot et Mélenchon. Philippe Val, qui est un homme de gauche, l'ancien patron de Charlie Hebdo, mais un homme sincère, a pu dire, sans être démenti, que pas les dernières élections présidentielles, mais les précédentes, il y a eu un petit vote qui avait été fait au Monde. 80% des journalistes du Monde avaient voté pour Besancenot ou pour Arlette Laguillet. 80%. Le journal de référence, imaginez les autres. Donc, vous avez cette ambiance-là dans laquelle ce qu'il y a dans la tête des uns est dans la tête des autres, et ils se paralysent les uns les autres. On n'a pas le droit de dire un certain nombre de choses. La bienséance règne. Vous avez remarqué à quel point, par exemple,
Et c'est stupéfiant, parce qu'avoir peur des mots, ça donne pas une qualification extrême pour se battre contre des choses. Juste un petit exemple, quand le ministre de l'Intérieur a été à Calais, tout le monde appelle ça la jungle de Calais. Le ministre de l'Intérieur a appelé ça la lande de Calais, à plusieurs reprises. La jungle, ça a une connotation un peu africaine, vous voyez ce que je veux dire, de là à ce qu'on m'accuse de ceci ou de cela. Il a eu la trouille, il a reculé devant les mots. Quand des gens ont peur des mots, comment voulez-vous leur faire confiance pour aller à la guerre? Voilà ce que j'ai à dire sur ce sujet-là. Quelques instants, on se retrouve dans quelques instants. Alors, il y a l'humour grinçant d'Ignace, bien évidemment, qu'il va falloir découvrir. C'est lors du match France-Allemagne, François Hollande. Notre ennemi, c'est l'État islamique. Ah, je croyais que c'était l'Allemagne, dit François Hollande. Le résultat, la France a battu l'Allemagne 2-0 et une victime dit alors, je peux dormir en paix. Sami, Omar, Brahim, Salah, Bilal, les terroristes français portent des noms exotiques. François Hollande répond, c'est à cause du réchauffement climatique. Bistro Liberté, ah ça m'a fait sourire à gauche. Bistro Liberté en deuil, que vous inspire la menace islamiste d'un fameux Dupont, qui est le personnage clé de Ignace. Une soif de vengeance, demande le journaliste, non, plutôt une soif de pinard. Et puis Bistro Liberté, debout face à la menace islamiste, et là c'est vous et moi, mais c'est moi qui suis dans une mauvaise situation, alors je ne bois pas. Mais Ips, c'était vraiment pas facile. On se retrouve dans quelques instants. Exactement, c'est injuste. À tout de suite. Bistro Liberté en compagnie de Xavier Hofer, notre invité, et parmi nos sociétaires, Charlotte Dornelas, vous allez laisser la place quelques instants à Nicolas Gauthier, qui est ici. Si vous allez bien vouloir changer de place pendant ce temps-là, eh bien le dernier dessin, pas le dernier du moment de Ignace, c'est nommer le mal. Qui sont les terroristes? Et François Hollande répond, eh bien eux, des gens pas vraiment gentils du tout. Voilà, donc ça c'est la réponse de François Hollande. Merci. Bonjour Nicolas Gauthier. Merci d'être avec nous sur ce sujet nouveau, et là qui va être plus politique, qui est l'unité nationale peut-elle résister à la politicaillerie, les arrière-pensées de François Hollande, les arrière-pensées de Nicolas Sarkozy, les arrière-pensées de Marine Le Pen, pour ne citer que les trois têtes de gondole, s'il me permettent cette expression. C'est joli comme expression. Un côté vénitien. Un côté vénitien, voilà. Bah alors, on a vu bien évidemment François Hollande dans un revirement inattendu, inédit, spectaculaire de la politique de sécurité du gouvernement. Ça va dans le bon sens quand même. Ah, évidemment. Le discours qu'a prononcé le président Hollande aujourd'hui lors du congrès des maires ou à une réunion avec des maires était parfaitement normal, parfaitement calibré. Le seul reproche, il eût fallu que ce discours soit prononcé le 15 janvier. C'était là qu'il fallait le faire. Si le sursaut avait eu lieu à ce moment-là, on ne peut jamais dire si ceci, alors cela, mais sans doute le bilan serait moins lourd aujourd'hui. À partir du moment où on sème le désordre dans les rangs de l'ennemi, on est certain de le désorganiser, et quand on le désorganise, il est moins efficace. Vous avez remarqué qu'en face de nous, l'ennemi, les gens qui ont porté la mort dans les rues de Paris voilà quelques jours, ce ne sont pas des grands génies, ni de l'action terroriste, ni du crime. On a appris ce soir qu'un des garçons, un des responsables, un des frères Abdeslam, voilà quelques semaines, avait été arrêté aux Pays-Bas parce qu'il avait du cannabis sur lui. C'est un exploit absolu. Être arrêté aux Pays-Bas parce qu'on a se faire arrêter aux Pays-Bas parce qu'on a du cannabis sur soi. Faut le chercher. Et c'est comme être arrêté à Montélimar parce qu'on a du nougat dans ses poches. C'est quelque chose d'invraisemblable. Quand vous êtes en train de préparer une action terroriste, avez-vous
l'impulsion d'aller voler des carambars au supermarché ou de faire quelque chose comme ça qui peut vous faire repérer. Ces gens-là sont des voyous, des racailles, qui essayent de faire ceci un jour, le lendemain l'autre jour, et ce sont des gens dont on a vu à quel point ils étaient mortellement dangereux, mais ce ne sont pas des génies du crime. Il faut que je vous dise quelque chose, parce que ça aide à comprendre. Quand il y a eu les attentats dans les années 95-96 du groupe islamique armé dans les rues de Paris, j'avais fait à ce moment-là une émission à la télévision et peu de temps après, j'ai reçu, la secrétaire de l'Institut de criminologie le lendemain a reçu un appel et m'a appelé moi complètement affolé après cet appel téléphonique en disant « Monsieur Roffer, je viens d'avoir au téléphone quelqu'un qui est du GIA ». Alors elle était totalement affolée. Alors je lui ai dit rassurez-vous, cher ami, jusqu'à maintenant, on n'a jamais réussi à tuer quelqu'un par téléphone, donc, mais quel est le problème? Et il y avait clandestinement à Paris, à cette époque, un monsieur qui avait été un des fondateurs du groupe islamique armé, qui était à ce moment-là en totale rupture avec la pratique du GIA de tuer des villages entiers, de faire des massacres dans les villages, qui avait donc fui l'Algérie, parce que quand on est en désaccord au sein du GIA, on a une existence terrestre quand même qui se calcule en nanosecondes, quoi, hein, voilà. Donc il était parti avec sa femme et puis 2 de ses enfants, il s'était réfugié, où ça ? En France, comme d'habitude. Et là, il était très isolé. Et la veille, j'avais dit qu'il fallait faire une différence à la télévision. J'ai dit qu'il fallait faire une différence entre les musulmans et les islamistes. Pas coller tout le monde dans le même panier, c'est contre-productif. Et par conséquent, il m'a dit « Je veux vous voir, vous êtes un homme sincère ». Et cet homme-là, il m'a raconté les histoires du GIA. Il m'a raconté tout le début. Et à la fin, j'ai pu lui suggérer de rentrer en contact avec des officiels français pour qu'on le fasse profiter de ça. Mais vous avez affaire à des gens, là, qui étaient des guerriers. Et il m'a dit, lui qui avait fait 8 ans en Afghanistan, combattant en Afghanistan, il m'a dit, les petits en France, on n'a pas confiance. Et il m'a fait cette réflexion, il m'a dit, on en avait recruté un, et vous savez quoi? On l'a surpris pendant Ramadan en train de fumer dans les toilettes. Alors, les vrais, les durs, ils fument pas dans les toilettes pendant le Ramadan, vous comprenez? Et donc, ceux qu'on recrute en France un peu de bric et de broc, ce sont pas des vrais durs, ce sont des gens qui n'ont jamais été habitués dans leur jeunesse à de la discipline, etc. Et par conséquent, ils sont capables, comme on l'a vu, de gestes affreux, mais ce ne sont pas de grands professionnels du terrorisme. Puis il faut arrêter de... Pas des vrais durs, pas des vrais professionnels, ça nous ramène à la classe politique française. Nicolas Gauthier, quel est le jugement que vous portez sur la classe politique, l'attitude de François Hollande, l'attitude de Nicolas Sarkozy, l'attitude de Marine Le Pen? 3 personnes. Juste avant de répondre à vos questions, je voudrais rebondir sur ce que disait Xavier Roffer. C'est vrai que traditionnellement, le terrorisme est de sorte. Il y a le terrorisme d'État, qui est souvent le plus meurtrier. Après, le terrorisme est séparatiste ou unioniste, genre IRA contre les protestants irlandais. Là, on a affaire à un terrorisme d'un genre nouveau, de gens pratiquant une espèce d'islam transgénique hors sol, quelque chose contre lequel on n'a jamais eu, à laquelle on n'a jamais eu affaire. Le terrorisme que vous évoquiez, le GIA, les revendications étaient claires. Il fallait renverser l'État musulman, laïque, corrompu du FLN. C'était à peu près lisible. Là, le terrorisme, disant, les revendications, c'est quoi? Après la tuerie, il n'y en a pas. Il y a un communiqué, néanmoins. Oui, alors après... Parlant des croisés du pays de la Croix, oui, mais enfin, c'est assez précis. Comme disait très bien Xavier Roffer, on n'a pas affaire à des prix Nobel non plus, quoi. Oui. Les mecs, effectivement, sont déterminés qu'ils soient organisés. Oui, mais est-ce que l'État islamique a commandité, diligenté ces attentats, on n'en sait rien, qui s'en soient félicités, qu'ils aient revendiqués, c'est une chose. Ils le font toujours, par principe. Mais le terrorisme traditionnel, ce sont des réseaux. Là, on a affaire à des nébuleuses. Donc à des bandes de potes, de l'islamo-racaille, des copains de cité, effectivement, qui font le ramadan en fumant des joints. Des hybrides, dirait Xavier Roffer. Des hybrides, ou dans l'excellente revue Éléments, François Bousquet parlait d'islam transgénique, ou de déviants musulmans, comme des écrivains comme Youssef Chahine ou Malik Bezou, qui viennent sortir un très bon livre sur le sujet aux éditions de Plomb. Mais là, on a affaire à quelque chose de nouveau. Et les analogies historiques, dire « Ah ben, ça redémarre comme à l'époque du FLN », et c'est totalement... Ça peut faire
de belles manchettes pour les journaux, mais ça n'a Nicolas Gauthier, j'ai bien compris, mais ma question était quand même vraiment bien La classe différente. politique est-elle à la hauteur ? La classe politique est-elle à la hauteur ? J'ai l'impression que personne ne veut me répondre. Certains oui, d'autres non. J'ai trouvé que parmi les réactions de la classe politique, Claude Barthelone a une réaction intelligente en disant, et puis c'est pas le pire du troupeau chez les socialistes, il dit effectivement qu'il fallait faire une entorse à la loi de 105 et prenant acte de l'exception Alsace-Lorraine, créer enfin un islam français avec des imams sachant parler français et formés par l'État français. Je trouve ça intelligent. François Fillon a dit un truc très juste en disant effectivement on doit déclarer la guerre. Non, c'est la France qui, de façon subliminale, pour ces crétins décérébrés, et c'est quand même eux qui ont déclaré la guerre, effectivement, à l'État islamique. Donc ce qui s'est passé, c'est un choc en retour. Bien sûr, une riposte. Et après, j'ai trouvé que la proposition de Marine Le Pen, effectivement, de fermer les mosquées salafistes, de renvoyer chez eux les imams étrangers ou binationaux, qui semble-t-il a été reprise à son compte par l'Élysée, était plutôt de bon sens. En revanche, quand Philippe de Villiers parle de mosquéisation, de taquilla, il est parti dans son livre. Voilà, mais c'est pas. Je pense pas que Philippe de Villiers soit à la hauteur. Je me tourne vers ma gauche. Vous serez depuis longtemps. Nicolas Gardère, Béatrice Bourges. Alors, sur la classe politique, l'union nationale, l'unité nationale, etc., déjà on a un terreau constitutionnel, institutionnel qui ne favorise pas l'unité nationale ou des gouvernements de coalition comme ceux qui peuvent exister dans d'autres pays européens, comme en Allemagne. C'est vrai qu'on a un régime politique qui est fondé sur l'élection présidentielle au suffrage universel direct, et forcément, les leaders qui vont prétendre à la magistrature suprême, qui sont déjà en campagne pour être candidats en 2017, vont toujours chercher à tirer la couverture à eux, à faire des coups, à récupérer d'une manière ou d'une autre, à trouver un gain politique, un profit à ces événements. D'autant plus que c'est l'opportunité, puisque c'est ce terreau-là, c'est l'opportunité, période de crise, une période grave, d'acquérir une sorte de stature un peu magique, être un homme d'État, responsable, etc. Donc non, je pense qu'il n'y a aucune possibilité d'une quelconque unité nationale durable à cet égard, parce que le régime politique l'interdit par structure, parce qu'on a cette présidentialisation de la France. Je vous pose une question personnelle. Est-ce que dans ces événements-là, je citais 3 personnes, mais c'est les 3 personnes ou les 3 courants politiques dont on sent qu'ils peuvent gagner ou perdre d'ailleurs, je ne sais pas, mais où il peut se passer quelque chose, le camp de la gauche socialiste, celui des Républicains et celui du Front National. Dans cela, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les petits partis ça va être difficile pour eux d'exister? Et deuxièmement, votre gauche, celle que vous aimez, c'est-à-dire écologiste, gauchiste, je suis pas dans la polémique, Mélenchon, etc., là, est complètement balayée par tous ces événements, incapable, complètement hors sol. Oui, d'ailleurs, les écologistes, Cécile Duflot, que vous aimez bien moquer, a fait, je crois, un très bon discours au Congrès, un discours très responsable, à la fois non, mais je ne demande pas la pub. Non, mais c'est pas une pub, c'est juste, oui, effectivement, les petits partis, parce que aussi on a ce régime politique qui est construit comme ça, n'ont plus vraiment leur place. Après, on a notre voix à faire valoir en tant que libéraux. Pas peur de ce mot. En tant que libéraux, on a notre voix à faire valoir. Je l'ai fait valoir depuis le début de cette émission. Non, mais il faut quand même. En parlant. Non, mais je veux dire, voilà. Je suis pas un libéral, moi. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est que. Alors, Béatrice Bourges. Alors, moi, il y a 2 choses. La première chose, c'est l'histoire de l'unité. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire et ça me sort par les yeux. Je suis désolée. Mais non, mais attendez. L'unité, derrière, je suis Charlie, l'unité. Pour moi, mais ça veut rien dire. Ce que je veux, c'est de l'efficacité. Mais ça peut être beau. Oui, ça peut être beau, mais le problème, c'est qu'on n'est pas dans le monde des bisounours où il faut se mettre tout le monde derrière une pancarte je suis Paris, je suis Charlie. Ça me sort par les yeux. Je suis navrée, ça me sort par les yeux. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Je trouve que c'est encore des coups de politique politicienne où on dit on n'a plus le droit de l'ouvrir, il ne faut pas l'ouvrir parce que vous comprenez, on est en période d'unité nationale. Donc celui qui ne va pas être d'accord, ça va encore être un fasciste, un je sais pas quoi, un truc, parce que simplement il aura dit je ne suis pas d'accord. Donc on a juste le droit de la fermer, de fermer sa. Celui qui n'est pas l'unité nationale, c'est Mélenchon qui a. Madame Le Pen, Monsieur Sarkozy, Monsieur Hollande, Madame Duflot, ils étaient pour l'unité nationale. Eux ils disent ce qu'ils veulent. Moi je dis ce que je veux, et ce que je veux c'est de l'efficacité, et c'est pas des verbes
verbes et des mots qui sont creux. Tout le monde veut Donc, l'efficacité. unité, non, moi je ne suis pas pour une espèce d'unité nationale qui pour moi est un mot creux. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est par rapport à l'islam. Je suis désolée, mais tant qu'on ne dira pas que le Coran appelle au meurtre, on n'arrivera pas à s'en sortir. Donc je sais bien que c'est pas du tout politiquement correct de dire ça. Non. Ça n'empêche, mais ça m'est égal, en fait. Il se trouve que ça m'est égal. C'est comme l'unité nationale, je ne suis pas politiquement correct, mais ça m'est égal. D'ailleurs, c'est pas ce qu'on attend de moi, donc ça tombe bien. Mais il y a un appel au meurtre dans le Coran, mais qu'on le dise. Alors que moi, ce que je voudrais, c'est juste faire la liste de tous les imams qui en France et leur poser des questions très précises. C'est est-ce que, oui ou non, vous êtes d'accord avec ce qui est écrit dans le Coran? Est-ce que oui ou non? Vous avez annoncé trois points. Deux points. J'ai annoncé 2 points. Je sais que ça vous met en colère quand on critique le Coran. C'est 2 points, c'est tout. Et moi, j'aimerais quand même demander aux imams s'ils sont d'accord avec la charia et s'ils sont d'accord pour réformer le Coran. C'est tout simple. Absolument. Et s'ils disent qu'ils ne sont pas d'accord dans les appels au meurtre dans le Coran, à ce moment-là, on peut discuter. Voilà. On va continuer. Je vais y arriver. Je entends bien. Dernièrement, Philippe Brandin doit venir. Juste répondre, mais une phrase ultra courte. Et je vais devancer votre question. Depuis le début de Daesh, les 400 plus grands théologiens islamiques au monde, parce que l'islam n'est pas à confondre avec le monde arabe, mais c'est une religion universelle, donc planétaire, ont condamné sans embâche, sans la moindre ambiguïté. Le Coran? Mais non, pas le terrorisme. Ok. Moi, ce que je voudrais, c'est parler du Coran. Je veux plus qu'on arrête. Mais bien sûr qu'ils. On va demander au pape de condamner les évangiles aussi. Ah bien sûr que non, il n'y a pas un appel au meurtre dans les évangiles. Il n'y a pas un appel au meurtre dans les évangiles. Ça n'a rien à voir. Je ne suis pas venu avec le glaive à la main. C'est pas un appel au meurtre. Le fils se dressa contre le père. On ne va pas commencer ce débat-là que nous avons souvent maintenant un débat. Non, mais j'aimerais bien quand même qu'on en parle. On parle de ces choses-là. On laisse Philippe Brandin, Xavier Roffer et Caroline Parmentier en parler. Philippe Brandin. Moi, je ne vais pas vous parler ni du Coran ni des évangiles, mais je vais revenir à l'Union nationale, donc, puisque c'était la question. L'Union nationale, c'est l'Arlésienne, parce que tout le monde en parle. Donc j'apprends ce soir, j'ai pas dû suivre toute l'actualité, que Mélenchon n'en veut pas, mais toute la classe politique ne parle que d'Union nationale. Mais il est évident, d'abord, qu'elle n'existe pas, tout le monde le dit, le voit aujourd'hui, et que de toute façon, elle ne peut pas exister, parce que c'est quoi l'Union nationale? Oui, tout le monde veut combattre le terrorisme, tout le monde trouve ça abominable. Bien sûr, mais entre ceux qui étaient au pouvoir avant, qui le sont aujourd'hui, et ceux qui ne sont pas encore au pouvoir, forcément, tout le monde se jette la responsabilité les uns sur les autres. Et on n'a fait que ça, déjà nous, ici, depuis qu'on a commencé ce débat, à dire, et Xavier Roffer le premier, que toutes les mesures prises aujourd'hui auraient dû être appliquées précédemment. Il y aurait eu 130 personnes en vie encore. Il y a néanmoins Donc, 4 défaillances très importantes dans le discours de Hollande devant le Congrès, 4 défaillances qui ne vont pas nous aider à mener la guerre en question. La première, c'est le mythe des frontières européennes qu'il continue de défendre, alors qu'il faudrait se refermer sur les frontières nationales, bien sûr, et définitivement, et pas seulement pour la COP21. La deuxième, c'est le visa de retour dont je parlais tout à l'heure, visa de retour pour des djihadistes qui partent s'entraîner en Irak et en Syrie. Alors, mais pourquoi doivent-ils revenir? Qu'on m'explique. Alors qu'ils devraient se retrouver en prison dès qu'ils posent le pied sur le sol français ou rester à l'extérieur du territoire français. Le troisième point, enfin, c'est les migrants, bien évidemment. Là aussi, on ne change rien, malgré le risque d'infiltration terroriste, on ne change rien. Avéré. C'est pas un risque, là, puisque oui, ça a été bien sûr. Enfin, le risque est encore plus important que celui-là. On ne change rien, a-t-il dit, et même il a dit, il est vital, j'aime beaucoup l'expression, il est vital de continuer à recevoir les réfugiés politiques de Syrie et d'Irak. Et enfin, le troisième point, bien sûr, c'est de ne pas dénoncer l'idéologie islamiste en tant que telle et de ne pas s'attaquer aux imams qui prêchent la haine, nettoyer les mosquées salafistes et lutter contre le communautarisme dans les cités et au moment du On a bien compris sur l'islam, Vous vouliez dire un mot, Xavier Roffer. Là, il a été défaillant, particulièrement. Il y a une douzaine d'années de ça, j'ai été invité par le ministre de l'Intérieur de l'Arabie Saoudite, le prince Naïef, qui est mort maintenant, à aller avec lui à Khartoum. Et il voulait au Soudan. À ce moment-là, il y avait un flirt entre le régime soudanais et puis quand même des extrémistes à la Bin Laden.
Et les Saoudiens avaient dans l'idée de les calmer. Et donc moi j'étais venu avec eux parce qu'il fallait que je leur explique quelles étaient vraiment les réactions de la population européenne à la commission d'actes de terrorisme, etc., que c'était pas un fantasme, que c'était pas un complot juif, et que les gens vraiment, c'était pour la population européenne insupportable. Et dans la délégation saoudienne, il y avait un personnage extraordinaire que vous ne verrez jamais de votre vie, ni vous ni personne, et surtout pas les dames présentes dans la salle. C'était le grand moufti d'Arabie Saoudite, le grand moufti suppléant, parce que le grand moufti en titre était mourant à l'époque et c'était son successeur qui l'a remplacé peu de temps après. Cet homme, celui avec lequel je me suis entretenu, avec lequel j'ai passé les 3 jours en question, c'était le descendant direct de Abdelwahab du wahhabisme. Il s'appelle Mohamed Al-Sheikh et c'est l'actuel grand moufti d'Arabie Saoudite. Et il y a eu des controverses coraniques absolument incroyables pendant 2 jours. Alors ça volait dans tous les sens, moi je suivais bien. Et à un moment donné, Al-Sheikh a dit quelque chose de très important. Quand les extrémistes, les gens du régime soudanais lui disaient oui mais dans le Coran il y a écrit ceci, il y a écrit cela, et cet homme qui était un vieillard, vous savez, avec le voile blanc, droit sorti de la Bible, avec une grande barbe blanche, il a dit oui mon fils, mais tout cela se passe au ciel. Et c'était dire qu'un certain nombre de choses étaient symboliques, que ça reflétait des combats d'il y a 1000 et 1500 ans ou des 800 ans, mais que ça n'avait aucune réalité et aucune consistance dans le monde d'aujourd'hui. Le problème, c'est que bien entendu, l'islam sunnite est une religion sans clergé. Les gens qui dirigent la prière du vendredi, regardez bien, ils sont dans le même sens que les frères. Ils ne sont pas face à eux comme nos prêtres à nous, parce que ce ne sont pas des hommes de religion, c'est simplement eux qui guident le rituel. Et donc, il peut y avoir toutes les interprétations qu'on veut, parce qu'il n'y a jamais eu une instance théologique, à part Al-Azhar, qui fait ça de manière un peu générale, mais il n'y a jamais eu, et c'est pas vrai dans l'islam chiite, qui a un clergé, ayatollah, qui est l'équivalent de l'archevêque, etc. Et donc, il faut éviter quand même de jeter le bébé avec l'eau du vin. Toutes les interprétations de l'islam ne sont pas violentes, il y en a des qui naturellement le sont, mais il y a toute une partie de la population musulmane pour lesquels les récits du temps du prophète sont symboliques. C'est quelque chose qui ne doit pas affecter les croyants d'aujourd'hui, plus que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a des villages entiers de massacrés, etc. Et c'est pas pour autant qu'il faut le refaire aujourd'hui. Donc il faut introduire cette nuance-là, pour être honnête, je Parfait. pense. Je vais revenir quand même, si vous me permettez, à la classe politique. Je vais revenir à la classe politique. Je vais revenir à la classe politique. Non, je sais pas de la faire. Je dispose aussi d'une armée médiatique, dit François Hollande. Daesh, c'est l'horreur, mais ça présente au moins l'avantage d'occulter la crise et le chômage, mais à quel prix, bien sûr. Contre Daesh, le 6 décembre, eh bien, on peut voter PS, on peut voter les Républicains, on peut voter Front National, car les 3 considèrent qu'ils sont un rempart. À vous, bien évidemment, de juger de cela, et juger aussi d'ailleurs à ce que les écrits restent, comme toujours, 2 phrases, celle de Bernard Cazeneuve et celle de Christiane Taubira. Bernard Cazeneuve, ce n'est pas un délit de penser, de prôner le djihad, ça c'est du Cazeneuve dans le texte, et puis Taubira, il faut comprendre les jeunes qui partent en Syrie. Voilà, allez, je vous laisse voir cela. On se retrouve dans quelques instants, et avec un thème aussi important qu'est l'avenir pour les territoires en politique de la ville, pour nos banlieues. On en parle tout de suite dans quelques instants. Pour poursuivre ce Bistro Liberté consacré aux événements du 13 novembre et ceux qui ont suivi bien évidemment. Et cette question rapide, qui sera trop rapide à évoquer, quel avenir pour les territoires de la politique de la ville? Je vais demander à Philippe Randa de laisser sa place à Charlotte Dornelas, mais je vous retrouve dans quelques instants. On le voit bien. Et là, je pense que tout le monde acceptera ce constat qu'une partie de la population française ne se reconnaît pas, ne se reconnaît plus dans les valeurs
de la France, qui sont les valeurs qu'on leur vend, qui sont les valeurs démocratiques et républicaines. Et encore moins d'ailleurs dans l'histoire de la France. Et ceci amène à penser et à évoquer les germes d'une guerre civile, si on la prend telle qu'elle se présente aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce constat et sur le fait que la succession de dénis de réalité successifs, cette succession, est-ce qu'elle n'a pas abouti à la situation que nous connaissons? Et je voyais encore dans le journal télévisé de ce mercredi soir sur TV Liberté un dessin. Le Figaro a titré sur le Molenbeekistan, c'est-à-dire sur ces noyaux islamistes à côté de Bruxelles. Eh bien, notre Molenbeekistan, c'est tout simplement Senni, mais c'est aussi Pierrefitte, mais c'est aussi Alfortville et tant d'autres villes. Voilà, c'est Marseille et tant d'autres. Alors, face à cette réalité-là, quel avenir pour les territoires de la politique de la ville? Xavier Hofer, rapidement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pas? D'abord, laissez-moi vous dire que je suis bien content que vous traitiez le sujet. Je suis le seul à râler là-dessus depuis une quinzaine d'années, à partir d'une réalité simple. Il n'y a pas, dans l'histoire du monde, d'échec plus durable et plus retentissant que la politique de la ville en France, sauf l'agriculture soviétique. La doctrine de l'agriculture soviétique, c'était la planification à ruiner l'agriculture soviétique, plus de planification encore résoudra aisément ce léger problème. Nous en sommes exactement là. Je suis cette affaire-là depuis le début. J'ai écrit en 1991 une grande étude dans la revue Le Débat, Chico, Sciences Po, Nora, Marcel Gauchet et tout ça, qui s'appelait « Sur l'origine des succès du Front National », où je démontrais à l'époque déjà que naturellement vous faites les cités les plus chaudes de la politique de la ville, un rond avec un compas autour, et Évreux, tout ça, les premiers succès, c'était à proximité des territoires de la politique de la ville. Il y a une connotation directe, d'abord. Deuxièmement, quel est l'objet avéré, décrit, dépeint de la politique de la ville quand elle est lancée en grand? Elle a commencé en fait sous Pompidou. Les premières mesures, etc., ont été prises sous Pompidou, et puis après ça, 81, les Minguettes, et donc la politique de la ville, le plan Bonne Maison, etc. Qu'est-ce qu'on lit dans les journaux à ce moment-là? L'objectif de la politique de la ville, et je préférerais que vous riez pas parce que c'est pas drôle, mais c'est d'interdire en France la formation de ghettos, deuxièmement, de mettre fin au communautarisme, et troisièmement, dans les années 82-95, de bloquer l'ascension du Front National. Vous voyez déjà l'immense succès dans les trois cas de cette politique. Et depuis, on engloutit des centaines de milliards dans des quartiers en question. La Cour des comptes, qui n'est pas composée d'excités irresponsables, parle, je cite, de la politique de la ville comme d'une machine sans compteur. Personne n'est capable de savoir ce que ça coûte. Vous avez la dimension soviétique, les journaux publiés par le ministère de la Ville, on voit de jeunes travailleurs d'élite devant des bulldozers, etc. C'est la propagande stalinienne de 1950. Les derniers communistes sont là-dedans, quoi. Il ne faut pas les chercher ailleurs. Et en plus de ça, l'apogée de tout ça, c'est ce qui se passe à Marseille. Le récent procès de Madame Andrieux, élue socialiste, où tout est remonté à la surface, où l'argent de la politique de la ville sert à payer des nervis et des voyous, tous fichés au grand banditisme, pour contrôler la population des quartiers et les amener à voter dans la bonne direction. La politique de la ville, c'est ça. Ça n'a jamais fourni aucun résultat. On a passé des décennies à repeindre des immeubles et à arranger l'habitat. Ça me va très bien. Je veux dire, je suis un fervent partisan de l'idée comme quoi il vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade. Ça me va très bien. Sauf que, naturellement, c'est pas le problème. Le problème, c'est la criminalisation, c'est les pépinières à extrémistes, etc. Et cela s'aggrave sans discontinuer depuis maintenant 4 décennies. La politique de la ville, c'est ça. Personne n'y a rien fait. Quand M. Fillon est arrivé, il a reconduit les crédits d'avant, etc. Un coup de lime près, epsilon par-ci, par-là. Mais rien n'a été fait. Cette histoire-là se dégrade et vire au drame depuis 40 ans. Et
personne n'y fait rien. Vous prenez une carte dans l'affaire de la semaine passée, de l'endroit où ils ont préparé les attentats, de l'endroit où ils ont caché les voitures, de l'endroit où ils se sont repliés, c'est les territoires de la politique de la ville. C'est devenu un heureux mélange de cours des miracles et de pistokimine, si vous voulez. Et tout le monde trouve que ça va très bien. Donc, sauf moi, et maintenant vous, bah bravo. Si je peux me permettre de reprendre ce que disait Xavier Hofer, ce vendredi, on a vu le résultat, mais aussi avec l'affaire Mera et les frères Kouachi ou Koulibaly. Effectivement, ce à quoi on a affaire, c'est même pas une espèce de terrorisme religieux à vocation messianique ou eschatologique. C'est un mélange, effectivement, d'islamo-racaille. Et quand on voit tout le parcours de ces gens-là, hormis le fait qu'ils soient effectivement, ils sont à 3 sur un neurone, ils sont déterminés, mais ils sont totalement désorganisés. 3 sur un neurone, ça fait 130 morts, quoi, heureusement. Oui. Et écrit à la Wakbar. Mais effectivement, c'est ce qu'on peut appeler effectivement de l'islamo-racaille, et c'est le pire produit de la politique de la ville, criminalisation de la jeunesse, chômage de masse, jeunesse décérébrée. Et ce qui est assez intéressant quand on voit effectivement et ça nous interroge aussi sur notre société, c'est que pour cette jeunesse-là, effectivement, qui est entre le deal, le crime, et après, il ne faut pas oublier ceux qui s'en sortent, ceux qui vont ailleurs. Mais quand on voit on a l'impression que pour eux, il y a deux voies. C'est ou la télé-réalité, donc c'est l'horizon Zaya, Benzema, où on se filme, c'est le cadre de célébrité warolien. Se filme jour et nuit. Voilà. Et ceux qui vont faire le djihad, le premier truc qu'ils font, c'est des selfies et ils postent des vidéos, quoi. Donc, comme si espèce de néo-djihadisme était le versant morbide de la télé-réalité. Comment être comment donner un sens à une vie qui n'en a pas, et comment au moins être célèbre, ne serait-ce qu'un jour ou deux. Et ça, je pense que notre société, ça devrait nous donner à réfléchir. Juste un mot, il m'a été donné de voir un mail. Heureusement, beaucoup de choses qui partent de Moyen-Orient sont quand même aspirées par qui il faut. Le mail en question, c'est une lettre d'un garçon qui combat en Syrie à sa fiancée. Ma chère X, pas de prénom qui fâche. Tu sais, mon seul rêve est de rentrer en France et t'épouser devant Dieu, mais en attendant, je suis obligé, fils Abilallah, dans la voie de Dieu, de combattre, etc. En attendant, j'ai pensé que ça te ferait plaisir que je t'envoie une photo souvenir. Alors le mail déroule et la photo, où est le garçon en question avec une tête décapitée dans chaque main, le sang qui coule encore. Et c'est ça les lettres d'amour qu'ils envoient. Alors comme ils sont fous comme des lapins, quoi. Ce sont des gens dont on peut se demander si la religion n'est pas un pur prétexte à assouvir une fureur sanguinaire en eux qui aujourd'hui s'exprime comme ça et qui à un autre moment se serait exprimé autrement. Ce sont des cinglés. Il faut que l'état d'urgence, évidemment, qui va durer 3 mois, si j'ai bien compris, permette de désarmer les banlieues. Il faut que les préfets puissent désarmer les banlieues, et pas seulement en région parisienne, évidemment, mais dans toute la France. Qu'avez-vous pensé des chauffeurs de la RATP, des conducteurs de bus de la RATP qui sont fichés S? Entreprise publique où il y a le plus grand nombre de fichiers S. C'est la politique de la ville. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais ils ont été embauchés de façon à éviter le caillassage, absolument, dans les cités. Et du coup, on a embauché des barbus qui sont tellement radicalisés aujourd'hui, parmi les 17 000 chauffeurs de bus de la RATP, encore une fois, entreprise publique, qu'ils refusent de serrer la main aux collègues féminines, qu'ils refusent de conduire un bus après qu'il ait été conduit par une femme, qu'ils arrêtent les bus pour faire la prière et qu'ils pratiquent le ramadan, etc. Ils sont tellement radicalisés qu'ils sont arrivés à monter un syndicat communautariste, dont le nom m'échappe mais qui va me revenir, et du coup la CFDT qui a lutté contre eux s'est retrouvée à 5%. Voilà, il y a plus qu'une infiltration là. Là aussi c'est une politique de la ville extrêmement réussie. Je précise, Caroline Parentier, que la RATP a indiqué dans un communiqué qu'il n'y avait pas de problème d'islamisation ou de radicalisme à la RATP. Mais ils ont interdit à tout leur personnel de parler. Ouais. C'est très courageux. C'est eux qui parlent et il n'y a pas de problème. Regardez parce que dans le communiqué, ils précisent qu'ils ont interdiction de parler, qu'il faut renvoyer tout le monde au service de presse, qui leur précisera qu'il n'y a aucun problème. Ça, c'est très réussi. En effet, regardez la vidéo de Riposte Laïque qui montrait les conducteurs de bus en question témoigner. À l'époque, c'était en 2012. Elles osaient encore parler à ce moment-là. Charlotte Dornelas, puisque vous êtes revenue.
puisque je suis pas de Syrie, ça c'est plus souvent en Syrie, mais là, en l'occurrence, c'est pas. Je suis juste revenue sur le plateau. Moi, je pense que ce matin, donc il y a quelques jours pour les gens qui nous regardent, il y a eu cet assaut à Saint-Denis et il y a eu des images. Enfin, on a braqué les projecteurs sur Saint-Denis. Enfin, on a montré aux gens ce que c'était que ces quartiers-là, parce qu'on en parle beaucoup, mais on les montre rarement. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu, c'est effectivement des quartiers dans lesquels de l'argent est déversé depuis des années et des années, on le sait. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la voisine de ces, donc des terroristes, qui confiait combien elle avait eu peur, et je veux bien la croire, c'est pas du tout la question. Et comment elle confiait ça? Elle était en burqa, cette femme. Alors, je réponds tout de suite à l'objection c'était pour se protéger, d'ITélé qui nous dit c'était pour pas qu'on la reconnaisse. Ça tombe bien, on voyait que ses yeux, en général, quand on veut pas se reconnaître, c'est ce qu'on cache. Donc, à d'autres, quoi. Parlez pour vous. Hein, non, mais elle vous avez très beaux yeux. Il pouvait filmer ses pieds si vraiment il n'avait pas envie qu'on la reconnaisse. Bon, donc, c'est une vaste blague, hein, tout le monde aura bien compris. Et cette femme-là, donc, avait très peur, très bien. Et derrière elle, il n'y avait que des gens qui, on pourra dire ce qu'on voudra, mais qui avaient des vêtements qui montraient un degré d'islamisation, le dernier degré d'islamisation possible. Très bien, donc elle a eu très peur, évidemment qu'elle a eu très peur, tout le monde tirait autour d'elle, je ne remets pas ça en cause, mais il y a un échec d'intégration qui saute aux yeux. Et cette femme-là est peut-être pas une islamiste, elle pratique peut-être un islam, tout ce qu'il y a de plus merveilleux. Il se trouve que personne, aucun Français au monde ne reconnaîtra jamais en elle une Française. C'est tout. Et l'échec, il est là, il est même plus profond que l'islam. C'est pas l'islam le problème, c'est l'immigration à la base. Et parler de l'islam, c'est bien, mais aucun de nous n'est exégète du Coran, aucun des gens qui parlent en général n'est exégète du Coran, et à la limite, c'est même pas mon problème. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a des dizaines de milliers de gens qui égorgent au nom d'Allah. Alors peut-être que c'est des très mauvais musulmans, mais ça me regarde pas, je m'en fous. Ils le font au nom d'Allah. Et il y a 6 mecs en tout qui font tous les plateaux télé pour expliquer et pour parler d'amour. Et il faudrait croire que c'est ça l'islam. Mais moi je veux bien, mais je suis peut-être très bête, hein. Mais moi, je ne vais pas, moi, étudier le Coran, je constate sur le terrain ce qui se passe. Quand je vois les pays musulmans aujourd'hui, c'était des pays qui étaient majoritairement chrétiens à la base. Aujourd'hui, ils sont majoritairement musulmans et les chrétiens n'ont plus le droit d'y vivre. C'est quand même une constante dans tous les pays musulmans. Pardon, mais j'ai pas envie de tenter l'aventure, c'est aussi simple que ça, quoi. Vous savez qu'il y a toujours ce roman prophétique de Jean Raspail qui s'appelle Le camp des saints sur les flux migratoires. Mais il y a un autre roman dont on parle moins, qui s'appelle Cire. Et dans Cire, ça se déroule à Saint-Denis et la basilique est prise d'assaut, la basilique des rois de France. Et c'est devant cette basilique des rois de France à 150 mètres que se sont déroulés ces événements. Non, mais en fait, tout ça est d'une tristesse infinie. Et c'est vrai, comme le disait Charlotte Dornelas, que c'est Saint-Denis, on ne le voit jamais. On en parle, mais on ne le voit jamais. Et puis aujourd'hui, on a vu. Et puis aujourd'hui, on a vu ce qui se passait à 150 mètres de la basilique des rois de France, c'est-à-dire du berceau de la France. Voilà. Donc en fait, tout est dit. On peut voir enfin ces images et tout est dit. Mais moi, j'irais plus loin en fait. Je dirais même qu'il n'y a pas eu de politique d'intégration de la ville, mais que tout ça est volontaire. Parce que si on avait voulu qu'il y ait une véritable politique d'intégration, j'allais même dire d'assimilation, ce qui est plus que de l'intégration, encore de l'assimilation, eh ben, on aurait réussi. Donc là, on a simplement envoyé, comme disait Xavier Roffer, des centaines de milliards. C'est quand même pas rien. Donc dans une France, 100 milliards d'euros sur 10 ans. Des centaines de milliards d'euros sur 10 ans. Inimaginable. C'est surréaliste. Tout ça pour que ça soit un échec. C'est juste que ce soit un échec volontaire. Volontaire. Parce que ce qu'on voulait pas, c'est que ces personnes qui arrivaient ici soient intégrées et assimilées. Mais alors, cet argent a servi à acheter la paix. Non, acheter la paix. Acheter quoi? Acheter quoi? Acheter quoi? La paix? C'était ça l'idée. Ça a été acheter la paix. Parce que c'est réussi. Ça a été acheter la paix. Je vous pose la question. La réponse est dans le terrorisme qu'on vit actuellement. Ça n'a pas servi à acheter dans la les paix. émeutes. Pas du tout. Et depuis 2005, on sait. Chère Béatrice, l'arrivée massive de l'immigration, effectivement. C'est à moi. On n'est pas dans une logique d'assimilation. On est dans la logique d'importation de main-d'œuvre à bon marché. Je voudrais juste terminer. Donc on est loin des débats civilisationnels. C'est pas du tout. C'est la logique sordide, effectivement, du CAC 40. En 2005, on est dans un débat civilisationnel. Les émeutes des banlieues. En 2005, ça fait 10 ans. Ça fait devenu, mais à la base, c'est pas ça, c'est du cynisme. Ça fait 10 ans qu'on a
déjà vu que tout ce qui avait été prévu avant et fait avant était un véritable échec. En 2005, on a eu les émeutes des banlieues. On a bien vu. Et bien, qu'est-ce qui a été fait depuis 2005 ? Non seulement rien n'a été fait, si, beaucoup de choses ont été faites, c'est-à-dire que ça a empiré. Voilà, c'est le constat. Chère Béatrice, bien sûr que ça a empiré, mais pour repartir au début de la discussion, vous dites effectivement, rien n'était prévu. Effectivement, personne n'a voulu assimiler ces populations, c'était juste effectivement un lumpen prolétariat d'importation. Et je vois pas au nom de quoi un lumpen prolétariat d'importation. Et je vois pas au nom de quoi le petit Karim aimerait plus la France que le petit Jean-Paul, parce que où apprendre l'amour de la France, surtout pas l'éducation nationale. Quelle école de la repentance perpétuelle. Ce qui était un calcul cynique du grand patronat est devenu un enjeu de civilisation malgré lui. Donc il ne faut pas se tromper de débat, il ne faut pas se tromper d'enjeu. J'ai entendu Nicolas Gardère. Oui, je vais écouter ce qu'en pense mon Nicolas Gardère, Nicolas, qui se maîtrise. Nicolas Gardère, il est très mesuré. Avant votre prêche, juste une question. Il y a quelques mois, s'il vous plaît, il y a quelques mois, la gauche avait vitupéré contre Fox News, qui avait fait un reportage sur ces zones de non-droit en disant la France, eh bien, elle a des zones de non-droit, des zones où il y a des terroristes qui se cachent en plein cœur de Paris et à Saint-Denis. Et là, aujourd'hui, Fox News avait raison. Vous savez qu'ils avaient raison. Bravo les sources. Après Riposte, Fox News. Oui, tu permets. Ils avaient bien évidemment tort, mais vous savez, mon bon Martial, ce soir, vous l'aurez noté, je cherche à respecter l'impératif de sobriété qui nous a été assigné. Et j'ai pas ce débat qu'on a déjà eu moult fois, puisque c'est finalement, de votre point de vue, le débat de l'immigration. J'ai juste envie de vous faire part d'une idée, d'un rêve, un projet. Il est bien certain que le service militaire, j'étais bien content qu'il ait été aboli et pas avoir eu à le faire, il est bien certain que le service militaire, à son abolition, a laissé un vide. Un vide en termes d'intégration, en termes de liens, en termes de brassage, en termes de rencontres entre les jeunes Français. Et je rêve d'un grand service civique obligatoire à l'échelle européenne qui permettrait à ces jeunes Français, juifs de la place Victor Hugo, à ces jeunes Français d'origine maghrébine, musulmans de la Courneuve, d'Aubervilliers ou de Saint-Denis, à ces jeunes bourgeois français du 5e arrondissement, à ces jeunes Français ploucs de Périgueux, tous ensemble, non mais imaginez tous ensemble partir, mais non c'est jamais trop tard, partir pendant un an ramasser des ordures dans la nature à Göteborg ou à Timișoara, voilà ce dont je rêve, déterritorialisons tous ces jeunes qui ne connaissent que leur ghetto pourri, tous ces jeunes qui ont une vie de merde, parce que vous évoquiez tout à l'heure le rejet de la démocratie, le rejet de la démocratie, le rejet des libertés, le rejet de la démocratie, quel boulot. Attendez, la tête pensante des attentats, là, elle vient d'une famille tout à fait aisée, tout ce qu'il y a de plus intégré. Je précise juste ça. Alors la pauvreté, le chômage, ça passe 5 minutes. Regardez aussi les parcours de tous, évidemment, il y en a qui sont plus éduqués. Péter dans un bar, jamais. C'est pas le sujet. Le sujet dont je vous parle, c'est vous me parlez d'ici et maintenant, de tout de suite. Moi, j'essaie de penser qu'est-ce qu'on peut faire justement pour régler. Les politiques de la ville, ok, c'est un échec. On ne sait pas comment gérer ce problème. J'essaie juste d'envisager qu'est-ce qui pourrait permettre à ces jeunes Français et ces jeunes Françaises, puisqu'évidemment, il ne s'agit pas de réserver ce service civique aux garçons, qu'est-ce qui pourrait faire qu'ils se remettent à se parler, à se fréquenter, à se rencontrer, à créer entre eux une communauté nationale. Mais une communauté sur quoi et européenne, on n'est plus rien, on ne sait plus qui on est, on n'intègre pas des gens à rien. Alors précisément, on se retrouve sur quoi concrètement? D'accord, ok, on se retrouve sur quoi? Et sur la relation. Sur le grand relation. Le simple fait de se parler. Pourquoi vous croyez que moi, je viens. Non mais les gens problématiques dont on parle, c'est trop tard. Pourquoi vous croyez que moi, gauchiste, je viens depuis 1 an et demi, 2 ans, parce que ça m'amuse de discuter avec vous, mais c'est aussi parce que ça me paraît important simplement de créer des relations bilatérales, multilatérales entre tous. Donc la relation en tant que telle, le simple fait que les gens existent les uns pour les autres me paraît fondamental. Aujourd'hui le problème, c'est que cette logique de ghetto fait que les gens ne se parlent plus, ne se rencontrent plus, les jeunes n'ont plus ce brassage qui pouvait exister par le passé. Et ça c'est très regrettable et il faut qu'il existe. Est-ce que je peux préciser juste le dernier mot avant de Xavier Hofer? C'est exactement ce que vous dites me fait penser à, c'est exactement la problématique du dialogue interreligieux. C'est que ces propositions c'est très bien, mais ça vient toujours des mêmes. Et il faut être deux pour dialoguer quoi. Et on a en face des gens qui ne le veulent pas.
C'est pas des provisions, c'est des lois, c'est obligatoire. Ah, super, super. Bah oui, Vous oui, allez si. vous aimer, quoi. Non, c'est pas vous allez vous aimer, ça c'est marche vous pas. allez vous faire des trucs ensemble, vous allez vous parler, vous allez vous rencontrer. Non mais bien sûr, mais si, et arrêtez de rigoler Dornelas. Le service militaire, c'était pas obligatoire, les gens n'y allaient pas, Mais de le toute service confession, militaire, le service de toute militaire, origine c'est autre chose sociale. que d'aller ramasser Stop, des ordures et se stop, lève à ça la sera poubelle et c'est- obligatoire et c'est notre libertaire qui le dit. Voilà, donc c'est ça. Bien sûr. Ah, vraiment. Mais nous aussi, on vous aime bien, finalement. Depuis 1 an et demi, on s'amuse aussi. Alors, Xavier Refaire. J'essaye, il faut dire des choses concrètes. Le problème dans les racailles, c'est différent pour d'autres immigrations. Mais une grande partie de notre immigration vient d'Afrique du Nord. Et donc, quand on prend celle-là, c'est jamais un problème de fille. À un moment donné, j'avais une étudiante. Elle avait 3 sœurs, donc il y avait 4 filles dans cette famille-là. Le père était arrivé d'Algérie pour travailler à Flins, chez Renault, et puis ils étaient restés, puis après ça, ils avaient émigré vers la région parisienne. Et 4 filles et 2 frères. Une des filles était ingénieure. La deuxième fille était avocate. La troisième, qui n'avait pas envie de faire d'études longues, elle faisait, vous savez, prothésiste dentaire. Et la quatrième était étudiante à l'Institut de criminologie parce qu'elle rêvait de devenir commissaire de police. Et les 2 fils, il y en avait un qui était toxicomane et l'autre qui, à l'époque, était au Front islamique du Salut. C'est une histoire de garçon. Si vous saviez, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que vraiment c'est malheureusement Xavier Refaire, je pense aussi Bah, que c'est non, la cousine d'Abdelhamid, elle était là. non, mais Je comprends bien ce que vous dites, c'est que ce n'est pas systématiquement et prioritairement alors, les femmes. attendez, c'est très rarement les femmes, d'une part. Il y a un féminisme islamiste aussi. Les filles peuvent des kamikazes comme les garçons. Et deuxièmement, c'est une sorte de parité. Olympe de gauche. C'est l'intégration, c'est l'intégration. La désintégration. Et deuxièmement, Non, mais dans le féminisme. le seul grand succès depuis 2 ans, et vraiment, pardon de ne pas aller au fond du problème parce que c'est un peu chaud, c'est la ligne où les gens peuvent téléphoner pour dire mon fils se radicalise, etc. C'est que des femmes qui appellent. Que des femmes. Quand il y a un gamin qui dit ouais j'en ai marre, etc., je vais partir, ils ont 5 coups de fil. La mère, la tante, chacune se planquant des autres sur leur téléphone portable. Les femmes, dans leur immense majorité, détestent l'islam. Elles le détestent. C'est une religion qui les transforme en boniches et en esclaves. Et chaque fois qu'elles peuvent se révolter contre, elles le font. Et je peux vous garantir que, je ne sais pas les succès qu'il y a eu par ailleurs, mais là, le repérage des gens et le ciblage d'un certain nombre d'individus, fort dangereux, c'est par les femmes qu'on l'a eu. Ça, c'est la réalité. Non, je voudrais juste rajouter une chose parce que j'ai repensé accessoirement à l'occasion des attentats de vendredi au débat que nous avions eu la dernière fois à propos du port d'armes précisément et des citoyens professionnels qui doivent être armés. Il se trouve qu'à la Belle Équipe, à la terrasse de la Belle Équipe, il y avait un sous-brigadier de Bobigny. S'il avait été armé ce soir-là, s'il avait pu porter son arme de service, eh bien peut-être ne serait-il pas mort et peut-être en aurait-il dégommé. Les vigiles du Bataclan, s'ils avaient été armés, peut-être qu'ils auraient pu dégommer quelques terroristes. Et je vous entends encore dire la semaine dernière, avec Dominique Jamais, 1 plus 2 plus 3 plus 10, ça ne fait jamais que 15 morts. Où elle est la tuerie? Où elle est la tuerie? Oui, exactement, précisément ça. La tuerie, la voilà. Il faut que la France se réarme physiquement. On ne s'attendait pas à ça. On s'attendait pas à ça. Allez, là c'est pour Cherbourg. Voilà la nouvelle France telle que Ignace la voit. Les habitants de Cherbourg seront contents de la voir sous cette forme-là. Voilà du pinard et du sauciflard pour vous aider à vous intégrer. C'est un rempart comme un autre. Et puis Saint-Denis transformé en Raqqa. Raqqa, c'est pas la racaille, c'est la capitale de l'État islamique. A tout de suite, on se retrouve pour la stratégie militaire de la France. A tout de suite. Sur le plateau de Bistro Liberté, Caroline Parmentier a été remplacée par Philippe Randa. Caroline Parmentier qui publie avec toute l'équipe de Présent un numéro spécial sur l'invasion migratoire, l'Europe qui résiste, avec notamment un entretien de Jean Raspail qui dit à l'intérieur « Je ne suis pas très optimiste, mais rassurez-vous, depuis plusieurs décennies, Jean Raspail n'est pas le symbole de l'optimisme. Il a toujours été très pessimiste. Malheureusement, les faits lui donnent souvent raison. » Allez, la stratégie militaire de la France. Quelle coalition contre la Syrie? Faut
faut-il faire des interventions occidentales au sol en Syrie et aussi en Irak? Est-ce qu'il faut une grande garde nationale pour la sécurité intérieure de notre pays? Toujours est-il que là, Nicolas Gardère, avec Hollande Fabius, c'est la fin du ni Bachar ni Daesh. On a évacué cette possibilité-là qui a été prônée depuis des années, en une journée, en une soirée. Toute cette politique-là a été jetée. On a d'ailleurs jeté Laurent Fabius, je ne vois plus. Et on a changé complètement de stratégie. Est-ce que c'est la bonne stratégie? Enfin. Alors, Parmentier, Caroline, qui n'est plus là. Attaquer, non mais justement, attaquer, je réponds, mais je ne l'aviserai pas, je ne dirai pas des choses sur elle, etc. Je ne porterai pas atteinte à son honneur, à son intégrité, etc. Simplement, ça renvoie à la question de la garde civile. Je veux dire, par principe, je suis défavorable, hein, comme je l'avais dit il y a 2 semaines, à la prolifération des armes. Que les policiers, les vrais professionnels soient armés et puissent avoir leur arme de service avec eux, j'y vois aucun inconvénient. Après, je me méfie, et la garde nationale, je m'en méfie également, ça ne m'inspire pas forcément confiance d'avoir des gens peu formés. La garde nationale, alors, sur le fond, je pense qu'il y a un ennemi prioritaire, je pense qu'il y a un ennemi immédiatement et évidemment prioritaire, qui est un foyer de galvanisation, disons. Je pense que c'est un foyer de galvanisation qu'ils organisent, ou pas. Simplement, le simple fait d'être reconnu, validé avec ces communiqués de presse, etc., qui vont revendiquer les attentats à la paternité, le simple fait de rentrer dans cette nébuleuse, ou de pouvoir se réclamer de l'État islamique, c'est une sorte de fierté, je crois. Donc en tant que foyer de galvanisation, d'organisation, parce que j'ai pas mal travaillé dans le cadre de mon cours à Sciences Po Paris, que je donne sur la communication du mal, il y a une séance sur la communication terroriste, notamment les communications comparées entre l'État islamique et Al-Qaïda, et on voit la qualité de la communication, notamment les vidéos qui sont faites. Il y a une vidéo extraordinaire qui s'appelle There is no life without jihad, où vous voyez des jeunes garçons plutôt beaux gosses, en mode guérilleros, qui sont là, moi je suis anglais, moi je suis pakistanais, moi je suis français, moi je suis belge, on est tous ensemble, on est des frères, et c'est génial, et ça a une tête un peu d'Erasmus, quoi. Et c'est ça aussi, non mais c'est vrai, regardez ces vidéos, la communication, c'est pas le vieux barbu Ben Laden ou son successeur, en plan fixe, qui prêche un truc de géopolitique ou d'islam chiant, c'est beaucoup plus attractif. Et donc voilà, donc c'est un ennemi. Vous validez les nouvelles stratégies. Je valide. Après, ça va être compliqué parce que la coalition. Non, j'ai jamais changé de point de vue. Sur le sujet, j'ai jamais changé de point de vue. Je n'ai jamais changé de point de vue. J'ai toujours considéré que Bachar el-Assad. Attendez, je connais mon point de vue. J'ai toujours considéré que Bachar el-Assad était un dictateur effroyable et qu'il n'était aucunement question de lui apporter un quelconque soutien d'aucune sorte par ailleurs, mais c'est la même problématique que Saddam Hussein et la même problématique que Kadhafi. Moi, j'étais pas favorable à l'intervention. Il faut choisir là. Non. Il y a un ennemi prioritaire. L'ennemi prioritaire qu'il faut détruire, c'est l'État islamique. Après, la question du pouvoir de Bachar el-Assad, je veux dire, c'est pas parce que je n'aime pas Bachar el-Assad que forcément je souhaite qu'il soit renversé comme ont été renversés Saddam Hussein. J'étais contre l'intervention en Irak. J'étais contre l'intervention en Libye. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai jamais dit. Je ne suis pas, je n'aime pas le régime. Le régime dictatorial. L'extrapolation de Dornelas, c'est complètement malhonnête. Regardez les précédentes émissions. Regardez les précédentes émissions. Il y a des possibilités. Les téléspectateurs elle extrapole. Cette personne extrapole. Vous n'extrapolez pas, ça veut dire quoi? Vous avez validé la nouvelle stratégie. Excusez-moi d'être parfois un peu Charlotte Dornelas. Si l'État islamique est la priorité, ça veut bien dire qu'il faut s'allier avec les gens qui le combattent aujourd'hui. C'est d'ailleurs un gros problème parce que Bachar el-Assad, on verra tous n'ont pas le même objectif. Certains veulent maintenir Bachar, d'autres c'est bien l'énorme problème. La stratégie militaire de la France, Philippe Randa. Notre ami Gardère est donc devenu poutinien qui n'est pas marié avec Bachar el-Assad. Jamais d'avis. Je rebondis sur Poutine parce qu'on parle de grande coalition, mais que va faire la France? Qui va accepter la France? Sinon, évidemment, pour son soutien moral dans une coalition où c'est jusqu'à présent illustré il y a à peu près 2 ans. Je rappelle que François Hollande voulait aider les islamistes en disant évidemment que c'était ceux qui étaient moins méchants que l'État islamiste d'aujourd'hui. Mais enfin, il voulait quand même qu'on les soutienne pour abattre Bachar el-Assad.
et qui ensuite a critiqué l'intervention de Vladimir Poutine et de la Russie dans l'État islamique, et qui ensuite a fait quelques bombardements ridicules, parce qu'avant les bombardements qui ont pris un peu plus d'ampleur depuis les événements de vendredi soir, les bombardements de la France en Irak, en Syrie là-bas, contre Daesh, étaient ridicules. Donc qui va prendre au sérieux la France dans une coalition? C'est-à-dire que la coalition, est-ce qu'il en faut une? Elle existe. De fait, la Russie avec l'Iran et les Chinois. Même les Américains se mettent en dehors de ça. Et une garde nationale? Oui, non, oui. Une garde nationale, pourquoi? On a une police municipale, on n'a pas besoin de faire une garde nationale en plus. Et puis on a une police, on a une armée qui pourra intervenir. Pourquoi une garde nationale? Et sur le territoire français, surtout quand même la gendarmerie, dont c'est le Et il y a la gendarmerie que j'oubliais, effectivement, c'est la plus importante. Ben oui. Charlotte Dornelas, bon. En dehors de toute polémique, nouvelle stratégie française, nouvelle coalition. Non, mais en dehors de toute polémique, bon, je reviendrai quand même dessus. C'est pas pour polémiquer. J'en étais sûr. Mais non, mais c'est pas pour polémiquer, mais sur cette question de la Syrie, sur cette question de la Syrie comme sur le reste, je suis désolée quand on entend tout à coup François Hollande qui parle de destituer de la nationalité, quand on entend les gens qui disent dans le flot de migrants finalement il y a des trucs, il y avait des terroristes, quand on entend oui finalement il y a un ennemi prioritaire et donc on va quand même essayer de parler avec les Russes, les machins, c'est quand même tous des sujets pour lesquels on s'est fait insulter pendant des années. Alors, c'est pas parce que je veux polémiquer, mais ça serait bien quand même qu'on reconnaisse. La France, ça va s'allier avec la Russie. Ok, Vladimir Poutine a dit qu'il fallait, que ses forces sur le terrain appuient les forces françaises dans leur bombardement à Raqqa. Donc c'est venu de Vladimir Poutine lui-même. La seule chose, c'est que bombarder Raqqa, enfin. D'ailleurs, je note avec amusement que tout à coup, on a trouvé où était l'État islamique. Parce que ça faisait 4 ans qu'ils faisaient des groupes de travaux pour savoir où était l'État islamique. En une demi-journée, on l'a trouvé, incroyable. Et donc, ils le bombardent, c'est très bien. Maintenant, la seule chose, c'est que la question, c'est quelle stratégie? En fait, il n'y en a pas. C'est ça, l'énorme problème, c'est qu'il n'y en a pas. Donc, on change d'avis tout le temps. Là, depuis 3 jours, c'est pas mal. Est-ce que ça va durer? On ne sait pas. Et la seule question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on veut mettre? C'est quoi l'après-Daesh? Qu'est-ce qu'on veut mettre? Alors, Bachar el-Assad est un monstre, très bien, mais est-ce qu'on le laisse, en attendant? On verra ça plus tard, quoi. Là, il y a une guerre qui est monstrueuse, c'est le seul qui tient à peu près debout. J'ai bien compris. Il faut qu'il réponde à cette question. Je voudrais que vous répondiez à ma question. Charlotte Dornelas, vous connaissez la Syrie. Est-ce que vous êtes favorable à une intervention occidentale au sol? Non. Je le posais au général Tauzin, je lui posais la question il y a 2 jours, il me disait oui, ce sol n'est pas seul musulman, il n'est pas le sol de l'islam, il était le sol des chrétiens aussi, donc il peut bien y avoir des chrétiens qui se posent sur ce sol pour venir en aide Alors je ne l'aurais pas dit comme ça du tout. Ah oui, c'est pour ça que je pose la question. La question en Syrie, c'est pas que ce soit un sol musulman ou chrétien, c'est que c'est un sol syrien et qu'il y a une armée syrienne et qui fait son travail. Avec l'accord de l'armée syrienne, on peut considérer. Avec l'accord de c'est-à-dire que si la Syrie le demande, c'est même pas forcément avec son accord. Si la Syrie le demande, très bien. La seule chose, c'est que ce qu'on aurait dû faire depuis longtemps, c'est les soutenir. Ça, c'est sûr, soutenir les gens qui sont déjà au sol. Ce que fait d'ailleurs la Russie, et ça semble convenir aux Syriens. Donc les Syriens, c'est quand même un peuple qui est capable de savoir ce qu'il veut. C'est avec eux qu'il faut voir ça. D'accord. Mais comme ça, instinctivement, plutôt contre. Vous aussi, cette intervention occidentale au sol, est-ce que, vulgairement, vous la sentez bien ou pas? Tout ce que j'entends depuis 10 minutes, et on peut être dans l'hésitation ou dans la fascination pour les images et les petits Mickey qu'on voit à la télévision, je vais être gentil, là, c'est à la limite de l'absurde. Rien de cela n'existe et rien de cela n'arrivera. Premièrement, pour parler des vidéos Erasmus qui impressionnent notre ami, il y a un seul problème, un seul, et vous pouvez demander à tout le monde, c'est que dans toutes les variantes de l'islam, il y a une réalité incontournable, c'est que le djihad, c'est quelque chose de personnel, qui vient de soi. Ça vient de la base, on décide de rejoindre un combat, et personne au monde ne peut dire « rejoins tes camarades », etc. Ça n'existe pas. Et jamais, à aucun moment, Oussama Bin Laden, lui, c'était un vrai fanatisme islamiste. Le problème de l'État islamique, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est. Bin Laden, il ne revendiquait jamais, il n'ordonnait jamais, c'était pas Al-Qaïda, c'est pas l'IRA, sauf que ça serait musulman au lieu d'être catholique, quoi. C'est quelque chose de complètement différent. Dans tous ses discours, dans tous ses communiqués, il disait
je me félicite de voir que des bons musulmans ont fait ceci, j'incite les bons musulmans à faire cela, la vengeance de Dieu est tombée sur ceci et cela. Il disait jamais rien de plus. Et aucun musulman, y compris même le roi d'Arabie Saoudite, ne peut aller plus loin. Le problème avec la propagande de l'État islamique, c'est qu'elle est complètement en dehors de tout ce qui s'est jamais fait. Et comme tout ce qu'est l'État islamique, c'est un truc quand même vachement bizarre et extrêmement curieux, qui ne correspond à rien. J'ai dit ça tout à l'heure lors de conversations privées. La biographie des 50 dirigeants de l'État, réels. On a des satellites dans le coin, on a quand même des moyens sur place de savoir ce qui se passe. Et une biographie complète a été faite des 50 dirigeants réels de l'État islamique. Il n'y a aucun islamiste parmi eux, aucun. Ce sont tous d'anciens généraux et officiers de l'armée Saddam Hussein. Des gens qui, dans la phase antérieure de leur vie, on ne devient pas général en 2 minutes, ils existent, et des gens qui ont entre 40 et 50 ans, ils ont 25 ans, 30 ans de leur vie avant d'entrer dans l'État islamique, aucun d'entre eux n'était islamiste. Ils étaient connus pour avoir des... On connaît leur famille, c'est des gens vivants, c'est pas des fantoches. Le fantoche, le leurre, c'est les Bagdadi et consorts qui sont mis là pour amuser la galerie, c'est des trucs pour faire peur aux petits-enfants. Les vrais dirigeants, ceux qui dirigent, sont des gens qui sont, dans la phase antérieure de leur vie, tous laïcs. Certains d'entre eux étaient connus pour leur agnostisme. C'est très bizarre, cette histoire-là. Alors je veux bien qu'autour de cette table, comme d'ailleurs ailleurs, on dise oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Depuis la Grèce antique, on sait qu'il faut connaître son ennemi. Le Hezbollah, ça va de soi, on sait ce que c'est, on peut faire une définition en 2 lignes. Je défie quiconque dans cette pièce, et même le président Obama, qui dépense 80 milliards par an pour le renseignement, a du mal. Il a fait des bourdes extraordinaires en disant l'État islamique, c'est l'équipe B d'Al-Qaïda, etc. Ah bon, ils s'entretuent en Irak, ils s'entretuent au Yémen, ils s'entretuent en Syrie. L'équipe B est fâchée avec l'équipe A, apparemment. Hein. Voilà. Donc on prétend savoir des choses qu'en réalité on ne sait pas. Voilà. Et il y a tous les phénomènes, tout ce qu'on constate sur le terrain. Je vais vous donner un autre exemple de ça, parce qu'à la fin, il faut essayer de parler à partir de la réalité des choses et pas à partir de ce qu'on a vu à la télé. Ce que je dis est constatable par tout le monde. Et vous pouvez le constater tout à l'heure en rentrant chez vous. L'instance suprême de l'islam sunnite, c'est la mosquée et le centre d'enseignement Al-Azhar au Caire. Al-Azhar a une particularité, c'est son immense prudence. Quand Napoléon occupait l'Égypte, on a demandé à Al-Azhar ce qu'il fallait faire. Il a répondu par une fatwa où il disait bon, c'est pas exactement lui qu'on aurait choisi, mais il faut être prudent, il faut être obéissant. Plus tard, l'avenir, on verra. Jamais dans son existence constituée séculaire, Al-Azhar n'a condamné un groupe islamiste, quel qu'il soit, jamais. Même pas Al-Qaïda, jamais, et même pas Bin Laden. Ils se sont contentés de valider une fatwa faite par un soufi pakistanais qui dit toutes les formes de terrorisme en général, c'est mauvais pour l'humanité en général. Plus vague, tu meurs. Et donc, quand on parle de terrorisme, il renvoie à dire ben voilà, on a validé la fatwa. Brutalement, en février 2015, le cheikh Al-Azhar, le plus ancien dans le grade le plus élevé, tonitru que les gens de l'État islamique sont des ennemis de Dieu. Si vous êtes un membre de l'État islamique et que vous êtes dans la pièce, vous sortez pas vivant. C'est la pire condamnation à l'intérieur de l'islam. Vous êtes un ennemi de Dieu et les soldats et les cadres de l'État islamique doivent être décapités et leurs membres être crucifiés, etc. Jamais dans l'histoire d'Anna. Pourquoi? À quoi ça rime cette histoire-là? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc il y a cet énorme mystère. L'État islamique ne va pas de soi. Hein, et tant qu'on n'aura pas compris ce que c'est, on aura du mal. Il est impossible de vaincre un ennemi dont on ne comprend pas l'essence et la nature. Attendez, j'en termine parce que c'est pas le plus important. C'est 2 problèmes, l'État islamique. L'avenir du terrorisme au Moyen-Orient et l'avenir du terrorisme chez nous, dans nos rues. Et deuxièmement, le problème des migrants. Tous les flots qui sont partis cet été du Moyen-Orient, on ne parle pas des gens qui viennent de Ouagadougou, et ça c'est autre chose, hein, c'est la migration africaine, mais le gros flux de cet été, c'est des gens qui fuient l'État islamique. Oh, il n'y a pas de problème plus important
pour l'Europe que celle de la nature de l'essence de ce groupe. Qui sait? Qui pilote cette machine-là? C'est la première fois dans l'histoire du monde qu'on voit un groupe islamiste sans islamistes à l'intérieur. Canada Dry, hein? Alors, c'est comme si on annonçait que tout l'état-major de l'armée Israël était formé de mormons ou que le Vatican était composé uniquement de calvinistes. Vous voyez le travail, quoi. C'est quand même extrêmement bizarre. Et ben voilà, il y a ça. Tout le monde l'a eu sur il faut faire ci, il faut faire ça. L'essence de votre réponse, c'est quoi? Non, mais moi, je suis pas Madame Soleil. Je pose des questions. Il y a des contradictions énormes. Vous êtes criminologue, vous regardez les chiffres, vous regardez les faits, vous regardez les noms. Je regarde les faits, je regarde les fonds. Je remarque autre chose, que depuis 2 ans et de la parole formelle des principaux intéressés, l'Arabie Saoudite et le Qatar ont rompu avec eux. Un obus, ça coûte 1 000 €. Qui paye? Comment voulez-vous que j'ai des réponses à ça? Je ne suis pas plus fort qu'Obama, je n'ai pas 80 milliards de dollars par an à dépenser. Je constate que dès qu'on commence à toucher à l'État islamique, plus rien colle. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui s'emboîte, on est dans les contradictions. Encore une, très vite. Quand le précédent Baghdadi est tué, c'était au printemps 2010. C'était l'État islamique en Irak et le premier qui s'appelait Abu Omar al-Baghdadi est tué dans une frappe de l'armée américaine en 2010. C'était le successeur de Zarqawi. Il est tué. Ceux qui les suivent comme le lait sur le feu, les gens de Téhéran et les gens de Bagdad des chiites, l'État islamique fait sauter une mosquée chiite après l'autre, les autres ne les quittent pas du regard. À la mort de ce premier Baghdadi, les journaux, le bulletin des gardiens de la révolution iranien décrivent l'État islamique en Irak comme un groupuscule. Un groupuscule. 3 ans après, le groupuscule possède plus de blindés que l'armée française, l'État islamique possède plus, et envahit 150 000 km² de l'Irak. Par quel miracle? Comment cela est-il possible? Qu'est-ce qui s'est passé? D'où vient cette mutation? C'est ça le problème essentiel. Évidemment non, je ne l'ai pas. Mais je suggère que des gens qui ont des moyens de faire des recherches approfondies s'orientent dans cette direction-là. Ils feraient bien, parce qu'on n'a jamais dans l'histoire du monde vaincu un ennemi qu'on ne comprend pas. Nicolas Gauthier, un dernier mot, rapidement, on est très en retard. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce que vous dites et ça me conforte dans ce que je disais précédemment. Effectivement, c'est qu'on a fait un terrorisme d'un genre nouveau et qu'on peut après se faire des succès d'estrade, se faire applaudir en disant oui, les méchants musulmans, l'affreux Coran. Enfin, ça, c'est pour les enfants. Le problème après, gagner la guerre contre Daesh, la garde nationale, c'est une plaisanterie de carabin, quoi. Gagner la guerre, oui, on peut bombarder, non plus pouvoir. C'est ce qu'on fait depuis à peu près 25 ans, depuis la première guerre contre l'Irak dans le Golfe. Ça n'a fait que que faire augmenter le terrorisme. Donc gagner la guerre, oui peut-être, mais après ce qui compte c'est gagner la paix. Et il faut un projet politique derrière, avec Bachar el-Assad ou pas, avec les anciens du parti Baas ou pas. En plus de ça, pour en terminer... Mais la politique de la canonnière a ses limites. Nicolas, personne n'ira faire la guerre au sol. Mais non. Personne. Les Iraniens ont froid aux pieds à cause de la guerre Irak-Iran, les Russes, la Tchétchénie, les Américains, vous voyez ce que je veux dire, les Français, pas question. Il n'y a que les Kurdes, mais eux, ils se battent dans leur réduit, quoi. Oh, mais oui, évidemment. Charlotte Dornelas, un dernier mot. En fait, ce que vous avez dit sur l'État islamique, dans l'État islamique, il y a 2 réalités. Il y a effectivement une structure de l'État islamique qui a été créée et les Américains ont largement participé, ça a été reconnu par tous les généraux américains, à la création de ce monstre, effectivement, donc avec les 50 personnes, ça, il n'y a pas de doute. En revanche, le vivier de l'État islamique, c'est bien des gens qui partent, qui vont servir une cause qui, effectivement, n'est sans doute pas portée par leur cadre, mais c'est eux, aujourd'hui, qu'on bombarde, et à force de les bombarder, en l'occurrence, ça assèche l'État islamique quand même, puisque en Irak, en Syrie, il y a énormément de combattants étrangers qui ont fui ces dernières semaines à cause des bombardements russes. La mauvaise nouvelle pour nous, c'est qu'ils rentrent dans leur pays, en l'occurrence en France pas mal, mais il se trouve qu'il y a quand même 2 réalités dans l'État islamique. Le petit gars de 18 ans qui quitte Saint-Denis pour aller rejoindre l'État islamique, il est persuadé de servir le combat dont on parle là aujourd'hui quand même. On sait beaucoup de choses, la direction les considère comme de la chair à canon. Bien et sûr, il n'en a strictement rien à faire. Évidemment, mais c'est quand même un ennemi, puisqu'ils s'entraînent quand même, ils sont sur le terrain, ils reviennent ensuite. Ils sont mieux ensuite. morts, je suis d'accord avec vous.
Mais non, mais c'est eux qui reviennent chez nous. Donc c'est pour ça que je disais qu'on a 2 théâtres de guerre. Il y en a un là-bas, effectivement, et il y en a un ici. Et cette chair à canon, elle est 2 théâtres de dangereuse. guerre, international et national, malheureusement. Et puis tiens, un petit cadeau pour vous, parce que c'est Ignace qui doit partager votre point de vue. Un petit pas contre Bachar, c'est un grand pas contre la chrétienté. Ça va vous faire plaisir, ça vous ira droit au cœur. Écoutez, on a essayé, je crois, avec beaucoup de sobriété, c'est vous, Nicolas, qui avez utilisé ce terme-là, mais c'était vraiment le terme qu'on s'était défini, parce que voilà, il y a des moments pour tout. Et là, nous voulions faire un Bistro Liberté plus poussé, plus sobre peut-être, dans un moment qui est un moment difficile, d'épreuve pour notre pays. On se retrouve dans 15 jours pour Bistro Liberté. Tous les jours, bien évidemment, le journal télévisé et les émissions sur tvliberté.com. Et la nécessité, vous le savez bien évidemment, d'être donateur de TV Liberté. En tout cas, merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Bonsoir.